suis heureux d'être devant vous ce soir. Comme je le disais à votre professeur, moi ça m'oblige à mobiliser mes connaissances sur l'art grec d'une autre manière. Donc ce thème, mesure et excès, je voudrais d'abord commencer en effet par les questions de vocabulaire, parce que bien entendu ces questions de mesure et d'excès ne correspondent pas exactement donc aux mentalités grecques et à la manière de penser en grec. Alors sans faire de pédanterie, je voudrais mettre en valeur une notion fondamentale de l'art grec et en général de la pensée grecque, qui est la notion du cosmos. Il n'est pas hasardeux que le même mot en grec ancien signifie à la fois l'univers ordonné, et donc vous savez qu'en français, cosmos a fini par dire, à vouloir dire simplement le cosmos, donc l'univers, donc au sens du système solaire, des systèmes de planètes, etc. Et le même mot signifie la parure, c'est-à-dire une manière d'ordonner les choses. Donc ça, c'est un élément fondamental de la pensée grecque, parce que ça permet de comprendre que pour eux, pour les Grecs anciens, ce que nous appelons les arts correspond d'abord à une manière de mettre en ordre et de composer. Alors l'art par excellence, c'est la musique, qui est la plus proche des mathématiques dans la pensée grecque. Et puis ce que nous appelons les arts visuels ou les arts figurés, que les Grecs ne considéraient pas comme des arts de la même manière que la musique, participent de la même esthétique. Cette esthétique, vous comprenez, c'est de redonner de l'ordre à l'univers. Et l'univers tel que les dieux l'ont voulu. Donc vous comprenez que l'essentiel de l'art grec a pour objet de mettre en ordre donc, une certaine vision du monde. Alors pourquoi je vous parle de ça en introduction? Tout simplement parce que vous allez comprendre que la question de la mesure, de mesurer, donc c'est la même chose en grec qu'en latin et qu'en français, donc le métrone, la mesure, ça a donné à la fois, vous voyez, ces deux finalement conceptions du mot, c'est à la fois le vocabulaire de la mesure, du fait de mesurer. Donc, alors c'est par exemple submétros, ça veut dire que quelque chose qui peut être mesurable. Donc, mais il y a aussi l'aspect, on pourrait dire, moral de la mesure, c'est-à-dire être mesuré. Donc être mesuré, ça peut vouloir dire à la fois donc, être mesurable et être tempérant. Donc pour utiliser le vocabulaire plutôt latin. Donc d'où des expressions comme, vous voyez, katamétron, qui signifie avec mesure, c'est-à-dire comme il convient, ou des expressions comme panmétron, alors pour ceux qui n'ont pas fait du grec, c'est pas grave, hein, que vous compreniez, de la mesure en toute chose. Vous voyez que panmétron, qui est un des principes même de la pensée grecque, d'être mesuré en toute chose. Et d'où le mot métrios qui signifie modéré et mesuré. Donc ce sont là on pourrait dire des valeurs de la pensée grecque qui sont très importantes. Et donc l'inverse, parce que dans mesure et excès, il y a opposé, bien entendu, deux principes. L'inverse, c'est, il y a toujours le A privatif, amétros, ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer, ça peut vouloir dire immense, mais ça peut vouloir dire aussi, donc, qui n'a pas de tempérance. Et donc il y a une notion très importante en art grec qu'on voit apparaître et en architecture et en sculpture et qui est liée à tout ce vocabulaire autour du mot, du mot mesure, c'est la symmétria. Donc si vous devez retenir une seule chose de ce que je vais vous dire, c'est simplement de retenir que le mot cosmos indique que pour les Grecs, l'univers c'est tel que les dieux l'ont voulu et c'est une forme d'ordre, et la symmétria, alors, qui est très difficile à traduire, qu'à donner symétrie en français, mais symétrie, ça ne veut rien dire en français. Donc on pourrait traduire par commensurabilité, c'est-à-dire la capacité à être mesuré, c'est-à-dire à être ordonné, la symmétria, explique, c'est un principe fondamental de l'art grec. Les textes grecs, qu'on ne comprend pratiquement pas, hein, pour être honnête, les textes grecs qui nous parlent d'art grec, il y en a très peu, mais quand ils nous parlent de sculpteurs ou d'architectes, ils nous disent que leur propos, c'était d'atteindre la symmétria. Alors, on ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent dire. Mais on doit comprendre que cette symmétria, ça veut dire correspondre à cette vision organique du monde où l'architecte ou le sculpteur doivent ordonner selon des principes. Donc vous comprenez qu'on va retrouver des notions
dans l'art grec, qui sont le canon, ce qu'on appelle un canon, alors pas le canon de fusil, hein, donc, mais la règle, canon ça veut dire la règle, donc vous allez voir ce qu'on appelle un canon, donc il y a des canons esthétiques, aujourd'hui enfin j'allais dire on parle, je ne sais pas qui, mais enfin, les spécialistes parlent de canon esthétique, ou quand on dit d'une fille elle est canon, enfin ça d'un homme si vous voulez, donc il est canon, ça vient de là, de la règle, c'est-à-dire des proportions, ça veut dire quoi le canon, la règle, c'est-à-dire des proportions pour représenter un corps humain. Et vous allez voir qu'en architecture, on parle d'entasis, qu'on pourrait traduire par tension. Donc ce mot d'entasis qu'on peut traduire par tension. Oui, j'essaye de trouver les mots qui en grec correspondent à mesure et excès, là, le thème que vous avez à traverser. Et cette tension, en architecture, vous allez voir, c'est essentiellement du domaine de la correction optique. C'est-à-dire comment corriger finalement les déformations liées à l'œil humain, et comment imposer des règles qui permettent de faire que l'architecture rende compte de cet univers ordonné. Alors ça peut vous paraître des questions très compliquées, mais finalement c'est assez simple, hein. On voit bien que ce qui les intéresse, c'est la règle, c'est pas la règle pour la règle, le canon, c'est pas le canon pour le canon, on voit bien que tout ça, c'est des outils pour arriver à cette symétria qui consiste à trouver un équilibre du beau, et cet équilibre du beau, il passe par une forme d'ordonnancement de l'univers. Alors le contraire, un des mots pour dire excès, parce qu'il y a beaucoup de mots pour dire excès en grec ancien, beaucoup de mots, j'en retiens un qui va nous intéresser, qui est hubris. Donc hubris, alors oui, j'aurais dû mettre la transcription, voilà, la transcription en alphabet latin. Donc je prononce le YU, mais bon, voilà. Donc alors ça c'est un point très très important. Vous pouvez presque opposer donc la notion de symétria à la notion d'hubris. L'hubris, c'est l'excès, la démesure, au point d'ailleurs qu'il y avait même une accusation pour hubris. Par exemple, Socrate, il a été accusé, donc la graphé hubreos. Donc, vous savez que Socrate, le maître de Platon et de Xénophon, il a été accusé justement de corrompre la jeunesse. Et il a été condamné à boire la ciguë, et condamné à mort, il est mort en 399 avant Jésus-Christ. Et ben, ce qu'on appelle, nous, corruption de la jeunesse, on a du mal à traduire tous ces termes, etc. Les Grecs, ils appellent ça de l'hubris, c'est-à-dire, c'est en effet de l'excès. Donc c'est une notion fondamentale dans la pensée grecque, et même de la pensée, je dirais, légale, judiciaire grecque. Hein. Donc c'est-à-dire que l'homme, il a une place dans la nature, il a une place dans la société, et sortir de cette place, c'est commettre de l'hubris. Alors bon, je vous invite à effacer toutes nos notions liées au monothéisme, de péché, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, c'est une place dans l'univers, et on revient avec la question de la place de l'homme dans l'univers, mais si vous ne respectez pas la place que l'homme a dans l'univers par rapport aux dieux notamment, ou par rapport aux animaux et par rapport à la nature, donc eh ben, vous êtes capable d'hubris. Donc ces notions, vous voyez, qui nous permettent d'incarner dans la pensée grecque, et d'abord dans la langue grecque, la question donc de la mesure, d'être mesuré au sens moral du terme, mais d'être aussi mesurable, et donc la question de la règle dans l'art grec, s'oppose à la question donc de l'hubris, de l'excès. On va essayer qu'est-ce qu'on peut en art grec comprendre de ces notions. Bon, alors d'abord, on n'a pas d'écrits théoriques. Hein. Quelles sont les sources? Aucune. Donc on n'a pas d'écrits théoriques, ou très peu d'écrits théoriques sur la pensée grecque. On va parler d'un livre qui est un livre latin, le De Architectura de Vitruve. Vitruve, c'est un théoricien de l'architecture, je vais vous en parler dans un instant, qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque d'Auguste, fin 1er à peu près, qui a écrit un livre qui s'appelle le De Architectura, qui est un traité théorique d'architecture, qui est alors puisque vous êtes là pour faire de la culture générale, c'est le classique de la culture architecturale de tout l'Occident. Du Moyen-Âge au XXe siècle, tous les architectes ont lu le De Architectura de Vitruve, et beaucoup de dessinateurs ont essayé de dessiner, de commenter. C'est donc une base de la culture classique en Europe occidentale. Or, donc cette source, elle date, vous voyez, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle rassemble des traités théoriques en architecture notamment et en sculpture qui ont aujourd'hui disparu, qui ont existé. Nous savons que ces traités existaient, je vais vous en citer quelques-uns au fur et à mesure de ma conférence, mais ces traités, ils n'ont pas été recopiés, puisqu'on avait la somme de Vitruve. Donc il y a une petite difficulté qu'on abordera aussi dans 15 jours, c'est que finalement on connaît une partie de la pensée théorique grecque en architecture et en sculpture par les Romains. Et alors c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est propre à Rome et qu'est-ce qui est propre à la Grèce.
Mais donc, je vous propose de le faire en 3 temps, parce que comme vous, j'ai été formé de manière classique. Donc, la première, c'est d'essayer de comprendre le rapport entre la géométrie et les arts. Donc, alors, je me suis permis d'appeler ça que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Le principe qui était inscrit à l'entrée de l'académie de Platon à Athènes. Vous savez que Platon avait créé une école de philosophie qui s'appelle l'Académie, donc dans un jardin à Athènes, et la tradition rapporte qu'à l'entrée, il était écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, pour dire l'importance de la géométrie donc, et des mathématiques dans la pensée, à la fois philosophique, mais vous allez voir aussi artistique grecque. On va essayer de comprendre quelle est la place de l'hubris et de la représentation de l'hubris dans l'art grec, et puis on traversera ces questions. Je vous propose pour terminer une espèce de traversée de toute l'histoire de l'art grec. Alors ça va être une espèce d'exercice, une espèce de défi, voilà. Donc de parler de toute l'histoire de l'art grec en essayant de comprendre ces notions de mesure et d'excès donc, dans l'art grec. Comment elles s'incarnent? Alors commençons par justement la question donc, de la place et de l'importance de la géométrie dans la pensée grecque et dans les arts grecs. Et cela revient à essayer de comprendre quelle est la place aussi de l'homme donc dans l'architecture et dans la sculpture grecque. Alors on va le voir à la fois en architecture et en sculpture. Alors on va commencer déjà par la place de l'homme, puisque c'est une des caractéristiques justement de cet art grec. Et là vous avez une image que vous connaissez sans doute tous, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est. C'est un dessin de Léonard de Vinci qui est aujourd'hui conservé à l'Académie de Venise. Donc, et qui représente le corps humain, donc ici un corps masculin nu, au centre des proportions. Et en fait, ce dessin est une illustration, un commentaire du De Architectura de Vitruve. Donc, Léonard a composé ce dessin à partir d'un extrait du texte de Vitruve qui parle justement des proportions du corps humain appliquées à l'architecture. Puisque, en effet, vous savez peut-être que les mesures, la manière de mesurer en Grèce ancienne, c'est en effet donc, le pied, donc la longueur d'un pied, la longueur d'une main, la largeur des doigts, etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour mesurer en grec ancien, en Grèce ancienne, on utilise les parties du corps. Et donc, il s'agit ici, et on le voit avec Léonard, de comprendre que le corps humain est comme, finalement, en résumé, une vision de l'ensemble du cosmos, du monde, de l'univers tel que les dieux ont voulu leur donner, et qu'à l'intérieur des proportions du corps humain, il est possible de rechercher donc le beau et les proportions donc de l'architecture, de la sculpture, etc. Donc vous comprenez comment, à partir de l'étude du corps humain et la manière dont ce corps humain peut rentrer dans des formes géométriques, alors on voit ici avec le cercle et le carré, hein, donc vous voyez la largeur des bras, la longueur des jambes, etc. Personne n'a ces proportions-là, donc n'essayez pas. Et il s'agit justement d'essayer de chercher, alors bon, si on est platonicien, il s'agit de chercher dans la vie réelle le monde des idées, à proprement parler. Donc, cette idée que le corps humain permet d'avoir une vision du cosmos et de l'univers ordonné, on la retrouve dans beaucoup d'anecdotes. Je vous ai dit qu'on n'a pratiquement pas de traité d'architecture ou de sculpture conservée de l'Antiquité, mais on a des récits comme ça qui nous racontent des histoires de tel peintre ou de tel sculpteur. Donc par exemple, on a cette anecdote en introduction consacrée à un peintre de l'Antiquité grecque, Zeuxis, donc à propos d'un de ses tableaux. Alors c'est Cicéron, donc vous voyez, donc c'est de nouveau un auteur latin, qui nous renseigne, donc Cicéron qui vit donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui nous renseigne donc sur cette anecdote de ce peintre. Alors ce peintre Zeuxis, il vivait donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, un des grands peintres classiques de la peinture grecque, dont on n'a aucune œuvre de conservée. La peinture grecque a entièrement disparu, entièrement. Quand je parle de la peinture grecque qui a disparu, je parle de la peinture de chevalet, la peinture qui était peinte sur bois, donc a entièrement disparu. On a des fresques, on a des mosaïques, on a parfois des échos de cette peinture, mais la peinture, elle, a disparu. Or, Cicéron nous rapporte une anecdote selon laquelle donc, Zeuxis veut présenter donc, le corps, la plus belle femme possible, et il va choisir, alors Crotone c'est une cité, il va choisir finalement de prendre la nuque de l'une, la main de l'autre. Donc parmi ces modèles, vous voyez, donc il va choisir des éléments qui vont lui permettre de composer un corps idéal. Donc ça, c'est très très grec. Cette anecdote, elle dit quelque chose de, vous voyez qu'on peut chercher dans la nature des éléments qui renvoient à un corps idéal.
Et bien entendu, ce corps idéal ne se trouve pas dans la nature. Donc la femme idéale n'existe pas. Je dis ça pour vous, messieurs. Donc, le peintre, le travail du peintre consiste à trouver dans la nature des éléments qui vont lui permettre de recomposer, donc d'ordonner, selon ce principe du cosmos, hein, donc voilà, ce corps féminin idéal. Donc ça, c'est très important parce que ça vous permet. C'est très important pour toute la pensée occidentale. Ça, c'est, si on essaie de comprendre ce qu'est l'art occidental par rapport à, je ne sais pas, l'art indien ou les arts en Amérique latine, etc. Donc ça, c'est très très fondamental de comprendre en effet, parce que des générations et des générations d'artistes du Moyen-Âge, de la Renaissance, des temps modernes, etc., ont procédé comme ça. Et donc, d'où le fait qu'ils ont dessiné des oreilles. Alors, ils ont des cahiers d'oreilles, par exemple. Ils ont des cahiers d'orteils. Ils faisaient comme ça autrefois. Hein. Donc, et quand ils doivent faire une composition, un tableau, eh ben, ils vont chercher, ils vont prendre l'oreille d'un tel, le pied d'un autre, etc. Donc vous voyez, ça c'est très grec dans la conception. Et ça montre bien cette idée que le corps humain est au centre de quelque chose qui permet d'atteindre cet univers ordonné. Alors autre exemple très célèbre de la recomposition, justement, c'est une statue dont on date l'original à peu près des années 460 avant Jésus-Christ, hein, donc d'un sculpteur dont on ne conserve aucune œuvre à proprement parler, qui s'appelait Myron, ça s'écrit M-Y-R-O-N. Donc ce Myron, qui est un sculpteur qui travaille à Athènes et dans sa région, donc dans les années 460 avant Jésus-Christ, donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, on ne connaît son œuvre de nouveau que par des copies d'époque romaine. Donc c'est à l'époque romaine, les Romains, au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ essentiellement, donc on reproduit son œuvre. Donc alors, bon, il y a toujours un problème, parce que quelles étaient vraiment les œuvres de Myron, nous ne le savons pas. Bon, voilà, par exemple, vous connaissez tous, là aussi, sans doute cette œuvre, donc, qui est une réplique romaine, sans doute du 2e siècle après Jésus-Christ, d'après Myron, qui est aujourd'hui au Musée national romain à Rome, représentant donc un discobole. Or, je ne sais pas si vous avez déjà lancé le disque, mais c'est impossible de lancer le disque comme ça. Parce que vous comprenez que ce n'est pas la représentation du lancer de disque. C'est une image qui a recomposé en prenant différents moments du lancer de disque. Alors, quand vous lancez le disque, si vous l'avez déjà fait, d'abord vous soupesez le disque, ensuite vous passez votre disque d'une main à l'autre, comme ça, donc voilà, et puis vous devez vous échauffer avec le disque, et ensuite vous mettre dans une certaine position. Or là, la position de la tête n'est pas du tout la position des bras, et n'est pas du tout la position des pieds. Vous ne pouvez pas du tout lancer un disque comme ça. C'est-à-dire que vous voyez que le sculpteur, ce Myron, il a, et ça aussi c'est très très grec, de la même manière que Zeuxis avait pris la nuque de telle femme, la main de telle femme, lui il a pris différents moments du lancer du disque pour en faire une seule œuvre. C'est-à-dire qu'il a ordonné le geste en donnant une vision finalement synthétique. Synthétique. Donc, et c'est devenu même l'essence même de la sculpture grecque. Vous voyez, une chose comme ça, on pense que c'est ça l'art grec. En effet, donc là aussi, je voulais commencer cette question de l'importance de la géométrie, parce que, bien entendu, tout ça est composé dans des formes géométriques de base. Que vous voyez par exemple que la position de la tête, elle est faite uniquement pour répondre au disque, au cercle du disque. Je répète, hein, quand vous lancez votre disque, vous regardez où vous le relancez, vous ne regardez pas derrière vous. Donc de la même manière, vous voyez que la position des bras forme des triangles, et que la composition de la statue, c'est un emboîtement de triangles. Il y a un triangle ici, un triangle ici, un triangle là. C'est-à-dire qu'en effet, on voit bien qu'il a recomposé ce geste donc, du discobole à partir donc, de 3 figures de triangles de base. Et ça aussi, donc c'est très très grec, cette volonté donc, de contraindre finalement les proportions du corps humain à des formes géométriques simples. Le triangle, le carré, on va le voir. Voilà. Alors, donc si on aborde cette question de la géométrie et des mathématiques dans les arts grecs, en architecture c'est très simple, l'architecture grecque est une architecture mathématique. Donc tout est question de proportion. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des choses très très savantes, donc avec des questions donc, de proportion, généralement, par exemple, donc, ce qu'on appelle les ordres. Vous savez qu'on dit que les Grecs ont inventé des manières de représenter, donc de formaliser, on va dire, donc certains éléments de l'architecture qu'on appelle ordre. On parle de l'ordre dorique, de l'ordre ionique, et improprement d'ailleurs de l'ordre corinthien, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre corinthien. Donc ça, c'est des choses... voilà, bon. Cette vision-là, vous voyez, donc des ordres, c'est-à-dire des manières différentes de faire des colonnes avec des chapiteaux,
Ça, c'est Vitruve qui nous parle de ça. Donc, toujours cet auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ qui théorise en quelque sorte. Dans la réalité, ça a été plus complexe que ça. Dans le monde grec, c'est entre le 7e et le 4e siècle avant Jésus-Christ que progressivement, ces manières de faire ont été élaborées. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce qui différencie les ordres grecs. Vous voyez simplement ici, les chapiteaux sont différents dans l'ordre dorique, ionique et corinthien. Les bases sont différentes. Enfin, bon, ce n'est pas le propos ici de vous parler de l'architecture grecque, mais plutôt de la question donc, des proportions dans cette architecture grecque. Puisque, en effet, l'architecture grecque, c'est très basique, hein, très simple. C'est tout à la forme d'une maison. C'est simple. Donc, à peu près tout à la forme d'une maison. Donc, ils font un palais, c'est à la forme d'une maison. Ils font un temple, c'est à la forme d'une maison. Ils font une assemblée, un lieu d'assemblée, c'est à la forme d'une maison. Enfin, et la colonne et la colonnade est fondamentale. D'où le fait, alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce vocabulaire, que tout le vocabulaire architectural grec se décline par rapport à la place de ces colonnes, donc, et aux proportions de ces colonnes. Alors, vous avez différents plans. Donc, vous voyez, avec les termes latins et les termes grecs, donc, où vous pouvez avoir, par exemple, je vous donne juste cet exemple, un temple, ce qu'on appelle un monument diptère. Diptère, ça veut dire avec deux ailes, donc deux colonnes, et vous avez une double colonnade, vous voyez. Donc, vous avez, alors le normal c'est le périptère. Le périptère, c'est quand la colonnade fait tout le tour. Vous avez le pseudodiptère, on croit qu'il y en a deux, mais il n'y en a qu'une, parce qu'en fait, il y en a une de pliquée, etc., etc. Donc, vous voyez, donc, toute l'évolution ou la diversité dans la forme des monuments grecs, elle est liée à la composition et au calcul mathématique entre le bâtiment et la colonnade. Donc, voilà, vous devrez retenir qu'une chose de ces questions de proportion, c'est ça. Et alors ça a été très très loin, hein, puisque je vous rappelle que ce dessin est un dessin d'illustration de l'architecture, parce que nous savons, grâce à Vitruve, qu'il a existé un théoricien de l'architecture, dont on n'a pas pu le traiter, qui s'appelle Hermogène. Cet Hermogène, alors quand vivait Hermogène, nous ne le savons pas vraiment. Peut-être à la fin du 3e et au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc disons vers 200 avant Jésus-Christ. Cet Hermogène, il avait écrit donc, un traité d'architecture que Vitruve nous résume en quelque sorte. Et il en avait fait même l'expérience, puisque vous avez ici un dessin en haut à droite d'un des temples attribués à Hermogène, qui se trouve en Turquie à l'heure actuelle. C'est un temple dédié à Artémis, qui se trouve à Magnésie du Méandre, donc en Turquie actuelle. Donc aujourd'hui, il ne reste presque plus rien du temple, mais le temple a été étudié. Bon. Or, je vous donne un exemple de ces calculs mathématiques, pour que vous compreniez la complexité de ces questions de proportion en architecture. La proportion, elle est entre le diamètre d'une colonne, et donc le diamètre du colonne à la base, et l'écartement entre deux colonnes, ce qu'on appelle l'anthrax. L'écartement entre deux colonnes. Donc il y a des proportions qui sont calculées entre, finalement, donc l'épaisseur de la colonne, son diamètre, et puis la distance avec la colonne d'à côté. Donc c'est représenté par ce petit schéma, auquel peut-être vous ne comprenez rien, donc, qui est plus serré, vous voyez, donc là disons qu'on prend le même diamètre de colonne, et vous avez ce qu'on appelle le pycnostyle. Donc, ce que Vitruve et Hermogène appelaient le pycnostyle, qu'on peut traduire par le style, la colonne serrée, quoi. Donc, voilà. Parce que finalement, la distance entre deux colonnes équivaut à 1,5 de diamètre d'une colonne. C'est clair là où je parle chinois? Je parle grec, mais pas chinois. Donc, la distance, donc l'anthrax entre deux colonnes, correspond à 1,5 fois le diamètre d'une colonne, à la base. Ça, c'est le pycnostyle. Le systyle, donc, c'est-à-dire, bon, elles sont côte à côte, on va dire ça comme ça. Donc, ça correspond à deux diamètres. La distance entre deux colonnes, vous voyez, donc c'est le schéma en haut, là. Donc, vous avez cette fois-ci deux diamètres. Le style, c'est-à-dire le beau style, donc celui que privilégie et Vitruve et Hermogène, donc ça correspond à 2,25. Vous voyez, donc c'est cette distance qui est au milieu, là. Donc, vous voyez, 2,25 diamètres. La distance entre deux colonnes, c'est 2,25. Et puis, alors, vous avez le diastyle, bon, étiré, l'aréostyle, c'est-à-dire vraiment aérien, donc 3 et 3,5. Donc, vous voyez, il s'agit d'un calcul de proportion entre le diamètre de la colonne et son écartement. Or, ça vous paraît comme ça étrange, mais ils sont arrivés comme ça, vous voyez, le principe est toujours le même. Le principe, c'est d'ordonner, donc de trouver donc l'ordonnancement tel que les dieux l'ont voulu, et de trouver cette espèce de beau qui correspond à ces règles. Alors ça vous paraît absurde, mais je vous invite à vous promener dans les rues de Paris, et vous verrez que cette question de la colonnade et de l'écartement des colonnes par rapport à la hauteur ou au diamètre, c'est très très frappant. Par exemple, la Madeleine à Paris, c'est un monument affreux.
Et ici, il est affreux ce monument. Donc quand vous êtes devant, vous dites mais pourquoi c'est moche? Et c'est moche parce qu'en effet, donc, le diamètre par rapport à l'encadrement ne correspond pas du tout à ce que nous avons dans la tête, parce que les Grecs nous ont mis ça dans la tête, que le beau style c'est 2,25. Même si vous ne le saviez pas avant ce soir, ben je vous assure que vous avez dans la tête des proportions, parce qu'à force de voir des monuments, à Paris, c'est une ville néoclassique, hein, vous avez ces proportions. Alors en fait, comme je vous le disais, cette histoire d'invention des styles est beaucoup plus complexe et beaucoup plus lente que ce que Vitruve veut nous en faire croire au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je vais aller très très vite simplement pour vous dire que cette question de colonnade, pour que vous compreniez, parce que vous allez me dire pourquoi les Grecs sont obsédés par les colonnes, etc. C'est tout simplement parce que les temples grecs sont la maison du dieu. C'est-à-dire que la question du temple grec, c'est une question de comment on met une statue dans une maison qui n'est pas ouverte au public, qui est ouverte sur l'extérieur. On doit voir la statue depuis l'extérieur. Voilà. Donc le problème d'un architecte, c'est ça. Vous devez faire un bâtiment qui est ouvert, dans lequel on rentre très peu, et on doit voir la statue. Et donc, le problème, c'est qu'un bâtiment avec un toit, au début, la colonnade, elle est axiale, donc elle est au milieu, simplement pour tenir le toit. Bon, exemple, au 7e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle le code des Naxiens, à Délos, en marbre, donc vous avez une colonnade axiale. Donc là, vous êtes un peu embêté, parce que du coup, vous pouvez pas, quand vous ouvrez les portes, vous ne voyez pas la statue, parce que la statue, elle est obligatoirement de ce côté. Donc là, ils ont résolu le problème en mettant la statue à l'extérieur du temple. Ça paraît, vous voyez, donc vous allez dans ce dessin, la statue, ils l'ont mise en dehors du temple. Parce que vous voyez, il y avait la colonnade axiale. Donc, voilà. Je vous dis des choses basiques, parce que c'est très important de comprendre comment ces choses ont évolué. Alors, il y a la traduction, et puis il y a une question de matériaux aussi. Dans les Cyclades, ils avaient du marbre, donc ils ont fait des choses en marbre. Dans le reste du monde grec, c'est-à-dire en Sicile, en Libye, au bord de la mer Noire, en Grèce actuelle, etc., ils avaient essentiellement que du calcaire. Donc il y a une architecture de calcaire. Et l'architecture dorique, ce qu'on appelle l'architecture dorique, en fait c'est une architecture qui correspond au calcaire. Avec cette question que bien entendu, le calcaire, ça va généralement avec des charpentes en bois et avec donc des toits en tuiles. Donc c'est une architecture très particulière. Le dorique, ce n'est pas une manière esthétique de faire les choses, ça correspond à une tradition particulière. Et là, grâce à cela, parce que vous avez des colonnes en calcaire avec un toit donc en terre cuite, donc là, vous arrivez à écarter les murs. Vous voyez, donc exemple, le temple d'Artémis à Corfou, donc au VIe siècle. Et la solution dans l'ordre dorique, elle est trouvée avec le temple d'Olympie. Vous savez peut-être que le temple d'Olympie et la statue qui se trouvait à l'intérieur était considérée comme une des 7 merveilles du monde. Donc cette statue du 5e siècle, nous sommes vers 460 sans doute, bon, par Phidias. Donc une statue d'ivoire et d'or sur âme de bois. Et là, vous voyez la solution. La solution, c'est qu'ils ont doublé la colonnade, vous voyez, en plan. Ça va dire un plan, bien entendu. Donc, vous avez une double colonnade. Il y avait des colonnes à l'intérieur du temple. Alors, à quoi servent ces colonnes à l'intérieur du temple? Elles servent à écarter donc l'espace intérieur pour pouvoir mettre la statue. Et là, on arrive à ouvrir le temple et à voir la statue sans besoin d'autre chose. Donc, vous voyez, ces colonnes, elles ont un problème fonctionnel. Hein. Donc, c'est pas simplement... Ils n'ont pas inventé la colonnade pour ça. La colonnade, elle a été inventée pour régler ce problème-là. Alors, en revanche, donc, les très grands temples ioniques, donc cet autre ordre, il correspond à une autre fonction. Ces grands monuments ioniques, là, qui sont des espèces d'immenses temples, par exemple celui de Samos, mais celui d'Éphèse, etc., eux, ils correspondent à une toute autre fonction parce que le modèle de ces temples, ils sont tous pratiquement en Turquie actuelle, qui était une partie du monde grec autrefois, et le modèle dont ils s'inspirent, c'est les grands palais assyriens. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est pas la petite maison grecque avec la colonne d'axel, c'est au contraire les très très grands palais. Et donc l'ordre ionique, il vient de cette tradition-là, donc du palais assyrien. Donc ça pour vous dire que, bien entendu, Vitruve, il nous donne une vision synthétique au 1er siècle. Et alors l'ordre corinthien, ça n'existe pas dans le corinthien, en fait il n'y a que des chapiteaux corinthiens. Le corinthien c'est une variante donc, de l'ordre ionique. Donc c'est-à-dire qu'en fait pour la base, pour les colonnes, c'est de l'ordre ionique, il n'y a que le chapiteau qui change. Alors pourquoi, à la fin du 5e siècle, au début du 4e siècle, ils ont inventé des chapiteaux comme ça? Alors, le chapiteau corinthien, vous voyez, c'est un chapiteau avec des acanthes, des feuilles. Ça veut imiter un feuillage. Alors, après vous, à quoi ça sert ça? Pourquoi ils ont inventé ça? Oui. C'est une question d'ornement. Alors, on pourrait croire que c'est une question d'ornement, mais ce n'est pas une question d'ornement. C'est vrai que c'est une question d'ornement aussi. Mais par rapport à un chapiteau dorique ou par rapport à un chapiteau ionique, quel est l'avantage, d'après vous?
c'est qu'il y a une corbeille, vous voyez. Donc un chapiteau dorique, ça se regarde de face. Pire, un chapiteau ionique, puisqu'un chapiteau ionique, vous avez une volute. Ça ne se regarde que de face. Et alors de côté, ou dans l'angle, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Or, là, vous voyez qu'avec un chapiteau corinthien, comme c'est une corbeille, ça se regarde de tous les côtés. Donc pour les monuments ronds, quand les Grecs ont commencé à vouloir représenter des monuments, à faire des monuments ronds, alors pourquoi on veut faire des monuments ronds, c'est une autre question. Donc voilà, ben ils ont inventé un chapiteau qui correspond à cette forme. Parce que les monuments ronds, ça c'est un problème de géométrie énorme. Comment vous faites un monument de plan circulaire? Comment vous arrivez à découper des pierres qui ont une place unique, vous comprenez, ou un sol? C'est-à-dire que c'est tous les travaux mathématiques des Grecs sur le nombre pi et sur le fait d'approcher par un polygone le cercle. Parce que vous savez que les Grecs sont obsédés par ça. Donc, et c'était le problème de tailler un tambour de colonne. Comment vous taillez un tambour de colonne? Comment vous arrivez à faire un cercle dans un bloc de marbre? Ben, il faut approcher la forme avec un polygone. Généralement, ils le faisaient avec un polygone à 20 côtés, donc un icosygone. Donc un polygone à 20 côtés, et ils arrivaient au cercle. Et donc vous voyez que tous ces calculs, donc l'ordre corinthien a été inventé pour correspondre à ces formes. Et regardez aujourd'hui, en effet, l'ordre corinthien, je dis aujourd'hui parce que dans l'architecture du 19e siècle au moins, 18e et 19e siècle, l'ordre corinthien il a été utilisé essentiellement parce que justement, il est la forme qui correspond le mieux à toute forme d'architecture. Et les monuments de plan circulaire sont en effet des espèces d'éléments de virtuosité de calcul géométrique. On sait même qu'il a existé un traité d'architecture consacré à ces monuments ronds au IVe siècle avant Jésus-Christ, dont Vitruve nous parle, donc d'un monument qui se trouvait là. Celui-là, c'est celui d'Épidore, donc nous sommes dans le Péloponnèse, mais ces monuments ronds là, donc sont des. Vous voyez par exemple comment, c'est des problèmes d'ingénierie. Comment vous mettez un toit sur un monument rond? Vous mettez quoi? Un octogone? Un polygone à 20 côtés, comment vous arrivez à faire un toit sur un monument qui est de plan circulaire? Oui, tout ça, ce sont des problèmes de géométrie, de mathématiques. Donc, et on voit bien comment les Grecs ont développé ce goût pour les mathématiques. Et on ne peut plus aller au-delà. Ah, voilà. Alors là, on vient de voir pour l'architecture, avec l'invention des ordres, je dis un mot aussi de la question d'urbanisme, parce que ça correspond à la même mentalité, en quelque sorte. Les Grecs ont inventé, en effet, ce type de plan. Alors, il existait un architecte, donc, qui s'appelait Hippodamos de Milet, qui vit au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui a inventé ce type de plan, donc, à rue, à angle droit, qu'on appelle aujourd'hui new-yorkais, parce que New York est construit sur un plan, en fait, hippodaméen. Donc, New York est construite comme une ville grecque de l'Antiquité. Enfin, une ville grecque refondée, parce que cet Hippodamos de Milet, il a eu à réfléchir sur finalement une terre nouvelle. C'est-à-dire que les Perses avaient brûlé Milet. Il s'agissait, Milet se trouve aujourd'hui en Turquie, il s'agissait de reconstruire donc une ville nouvelle, en quelque sorte, de rien. Donc, et alors que le territoire de la cité, vous voyez, donc c'est sur un promontoire assez montagneux, donc ça ne se prêtait pas du tout donc, à ce découpage. Il a imposé un quadrillage géométrique, donc avec des rues qui se coupent à angle droit, à ce paysage. Et donc, en effet, la nouvelle ville de Milet, que Hippodamos a contribué à concevoir, a imposé ce plan. De la même manière, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc le port du Pirée c'est à Athènes, donc encore aujourd'hui, ça c'est un plan moderne du Pirée du 19e siècle, mais aujourd'hui ça ressemble encore à ça. Et, mais le tracé des rues du plan du Pirée, sans doute attribuable à Hippodamos de Milet ou à son école, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc est encore visible aujourd'hui. Donc on a repris ce plan. Or, vous voyez, en effet, c'est le même problème. C'est un promontoire montagneux. Donc, il s'agissait aussi de relier ce port du Pirée à la ville d'Athènes, donc à la ville même d'Athènes par un système de longs murs. Et donc là aussi, ils ont imposé un peu arbitrairement. Alors, vous voyez qu'ils essaient d'adapter le plan de rue à angle droit, donc par petits bouts sur ce promontoire du Pirée. Et puis, autre ville nouvelle, si j'ose m'exprimer ainsi, donc c'est la fondation d'Alexandrie, puisque Alexandrie d'Égypte, il y a plusieurs Alexandries, mais Alexandrie d'Égypte a été créée en 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, qui a voulu créer une capitale en Égypte.
et il l'a confié à un architecte qui s'appelait Deïnocrates. Et là aussi, donc, on est au bord de la lagune, hein, donc au delta du Nil, et Deïnocrates, alors, il crée un monument qui va devenir une des 7 merveilles du monde, le phare d'Alexandrie, donc sur l'île du phare, hein, le mot phare vient de l'île, mais pas l'inverse. Et de la même manière, donc, c'est une architecture complètement géométrique, hein, donc avec des rues qui se coupent à angle droit, avec simplement la mise en valeur du palais royal à un moment donné. Donc, non seulement les ordres et la manière de concevoir l'architecture correspond donc à des calculs mathématiques, mais on le voit, les plans des cités aussi pouvaient correspondre à cela. Alors vous en avez un bon exemple avec l'acropole d'Athènes. Je voudrais non pas vous commenter l'ensemble des monuments de l'acropole d'Athènes, mais vous montrer avec l'exemple de l'acropole d'Athènes comment, justement, à l'occasion d'une reconstruction, donc, des architectes grecs ont pensé un espace. On pourrait presque parler de contraindre la nature, parce qu'en effet, ce rocher sacré, hein, l'acropole d'Athènes, ça veut dire simplement la ville haute. Dans beaucoup de cités grecques, il y a comme ça une ville sur laquelle étaient des temples. Donc cet ensemble a été incendié par les Perses en 480 avant Jésus-Christ. Donc les Perses ont brûlé tous les documents, tous les monuments anciens en 480. Donc de nouveau, comme pour Milet, ils se trouvaient confrontés à un monument, il fallait tout reconstruire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors bien entendu, c'est une colline. Alors ça monte, si certains d'entre vous sont déjà allés à l'acropole d'Athènes, bah, ça monte comme ça. Bon voilà, c'est pas très facile d'accès. Et ben, l'architecture classique, parce que là justement on va parler d'un art classique, même si on utilise ici un terme latin qui remonte à la rhétorique latine, hein, qu'est-ce que classique? Ça veut dire donner des règles. Bon voilà, c'est quoi la règle? C'est que c'est unifier un espace, vous voyez, c'était un espace, imaginez une colline, qui a été unifié simplement par l'architecture en rattrapant les différents niveaux de sol. Alors, je vous en donne quelques exemples. Par exemple, vous voyez, ici, l'entrée monumentale, elle donne une direction, un axe. Elle paraît de même niveau. Or, ce sont des bâtiments qui rattrapent la pente, donc, et qui permettent comme ça, par un seul bâtiment, de faire croire que vous avez une seule entrée, alors qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. De la même manière, nous allons voir rapidement ce petit bâtiment qui se trouve ici à droite, là, qui est le temple d'Athéna-Niké. En fait, le sanctuaire du temple d'Athéna-Niké, il était au pied de l'acropole. Et donc, ils l'ont rehaussé sur un bastion pour le mettre au niveau, donc, vous voyez, du plateau de l'acropole. Ou autre problème qu'ils avaient, c'est les différents lieux de culte qui se trouvent ici, là, en haut à gauche, donc où il y avait l'endroit où Poséidon avait planté le trident pour obtenir dans son combat face à Athéna la possession de l'Attique, l'olivier sacré que Athéna avait offert aux Athéniens, donc différents lieux de culte, les tombes des premiers rois d'Athènes, tout ça était un peu un bazar, vous imaginez, plusieurs lieux de culte. Ben, ils ont créé un seul bâtiment pour unifier tous ces lieux de culte. Donc on voit bien que ce qui procède de l'art classique et de la conception architecturale classique, et l'acropole en est un très bon exemple, c'est cette volonté d'unifier, vous voyez, un lieu. Alors ça a été fait en plusieurs années, hein, donc les travaux commencent dans les années 460 et se terminent à la fin du 5e siècle, à peu près une cinquantaine d'années pour faire ces travaux, mais il y a une volonté véritablement donc d'unifier, d'imposer des règles. J'ai appelé ça contrainte de la nature. Alors le plus bel exemple, c'est bien entendu le Parthénon lui-même, le Parthénon qui est un temple très particulier, donc qui est construit entre 447 et 432, là on a des dates très précises parce qu'on a des comptes, voilà, qui est un bâtiment aussi qui est fait, nous allons le voir, pour être vu de 3/4. Donc il est fait quand on rentre, il est fait pour être vu de 3/4 parce qu'il n'était pas le temple principal. Le temple principal, c'est le temple que les Perses avaient incendié. Donc les Grecs, dans une volonté de conserver la mémoire de cet événement, avaient conservé les ruines de ce monument. Donc quand on rentrait sur l'acropole, la chose la plus importante qu'on voyait, c'était les ruines du temple que les Perses avaient détruit. Le Parthénon, donc, on le voit de 3/4. Donc ce monument est très complexe, il est en marbre patronique, il est très compliqué pour plus d'un titre. Je voudrais simplement vous dire que, comme il est assez bien conservé, même s'il est en ruine, donc on a pu observer l'entasis dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces règles, l'entasis, là, cette tension, ces règles de correction optique. On a constaté, par exemple, en effet, que le diamètre des colonnes d'angle était supérieur au diamètre des autres colonnes. Pourquoi? Parce que comme ces colonnes d'angle se voient de 3/4 sur un fond de ciel bleu, si elles avaient eu le même diamètre que les autres colonnes, elles auraient paru plus grêles. Vous voyez, tout simplement parce qu'elles se détachent sur un fond.
Donc on voit bien que les architectes grecs, enfin l'architecte ici, il s'appelle Ephinos, il a compensé cet effet de colonne donc, en renforçant le diamètre des colonnes d'angle. De la même manière, les colonnes, elles ont l'air droites, mais elles ne sont pas droites. Elles sont légèrement inclinées vers l'intérieur, ça sans doute pour répondre à des questions de mesure sismique, en cas de tremblement de terre, et elles sont légèrement gonflées en leur milieu. Donc vous voyez, elles paraissent droites, mais elles ne sont pas droites. Or ce gonflement donc, des colonnes, nous les voyons droites parce que l'œil est courbe. De la même manière, ce qu'on appelle le stylobate, là, c'est-à-dire la ligne de sol, là, donc la fondation, nous voyons ce stylobate droit. Or ce stylobate n'est pas droit, il est convexe, il est bombé. Et là aussi, pour corriger donc l'œil humain qui voit à distance une ligne droite courbe. Donc vous voyez qu'on a, avec le Parthénon, pu observer ces différentes choses, au point que vous voyez, on s'est même amusé. On s'est même amusé à faire des calculs. Donc, comme le bâtiment, il est court, alors c'est exagéré, donc, pour vous faire comprendre que ce que nous voyons droit n'est pas droit. Donc, vous voyez, le sol est en fait convexe. Et puis, si on s'est même amusé à calculer, donc si on réunissait les lignes de l'inclinaison des tambours, des colonnes, ça montrait, alors non pour le sol à 2200 mètres d'altitude et pour les colonnes à 4900 mètres d'altitude. Donc toutes ces corrections optiques supposent en effet donc, des calculs mathématiques et des règles d'optique. Donc vous voyez que ce qui intéresse les architectes grecs, c'est ça. Alors voilà les monuments dont je vous parlais. Donc ce monument très complexe, là, des Rectéion d'Athènes, qui en fait, vous le voyez même ici dans cette vue de 3/4, il est très connu en raison de la tribune des Cariatides, là, que vous connaissez sans doute. Donc, il abrite en fait un temple à Athéna, un temple à Poséidon, le lieu où il y avait le trident, la marche du trident, l'olivier, donc on a replanté un olivier au XXe siècle, etc., etc. Mais vous voyez que c'est sur plusieurs lieux, et ça crée un seul bâtiment sur plusieurs lieux. Alors en couleur, il faut imaginer tout ça avec des couleurs en plus. Donc on en reparlera tout à l'heure pour la question de l'excès. Et ce petit temple d'Athéna Niké, donc quand on arrive, on a l'impression qu'il appartient au rocher de l'Acropole, pas du tout. Donc il faut imaginer qu'il a été monté sur un podium de plusieurs dizaines de mètres de hauteur pour être au niveau de l'Acropole. Alors ce qui pose des problèmes, ce qui fait qu'on imagine qu'il y avait comme ça, vous voyez, une espèce de barrière pour les venir. Alors on voit, c'est dans le domaine de l'architecture, bien entendu, que c'est le plus clair et le plus simple de comprendre ce rapport entre mathématiques, géométrie et architecture. Parce que finalement, donc, ça suppose ça. Alors dans le domaine de la statuaire, on parle de canon. Donc dans le domaine de l'architecture, on a parlé de l'entasie, on parle du canon, c'est-à-dire de la règle, c'est-à-dire des règles de proportion du corps humain. Alors quand on regarde comme ça le nu masculin donc du 2e millénaire au 4e siècle avant Jésus-Christ, on se dit bon bah ils se ressemblent pas beaucoup quand même tout. Et là c'est un nu féminin et des nus masculins. Ça ne se ressemble pas beaucoup tout ça. C'est-à-dire qu'en effet, il faut imaginer que les règles de représentation du corps humain dans l'art grec ont changé, ont évolué. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'art grec qu'il faudrait chercher à expliquer. Autant dans l'art égyptien, le canon a peu évolué, ou dans l'art assyrien, c'est-à-dire dans l'art égyptien, finalement, entre l'époque de l'Ancien Empire et la 26e dynastie, dans les canons de représentation, il y a une certaine continuité. Dans l'art grec, on a l'impression que au début de tous les siècles, puis toutes les générations, il y a un changement dans les représentations. Pour autant, quelle que soit, vous voyez, la diversité de styles, je voudrais souligner devant vous l'importance des proportions et des règles de proportion dans la représentation du corps humain. Alors, si on regarde, en effet, dans les civilisations les plus anciennes, on ne sait même pas s'ils sont grecs, puisqu'on n'a pas de texte, donc on ne sait pas si ces gens parlaient grec. Là, nous sommes dans les Cyclades au 3e et au 2e millénaire avant Jésus-Christ. La plupart de ces statues-là, donc ces statuettes que vous voyez, qu'on appelle improprement des idoles cycladiques, c'est parmi les plus anciennes sculptures en marbre trouvées dans le monde grec. Elles viennent donc des Cyclades, ces îles, Paros, Naxos, etc. Donc nous sommes dans les années 2000, 1500 avant Jésus-Christ à peu près. Et vous voyez qu'il s'agit pratiquement toujours, de représentations de figures féminines, nues, donc représenter les bras pliés sous les seins. Bon, quelle est la signification, nous ne le savons pas, mais ce n'est pas ça le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la diversité même à l'intérieur de cette production, donc de la première moitié du 2e millénaire. Vous voyez ici, elles appartiennent à des îles différentes. Donc ici on est à Morgos, ici on est à Syros, là on est à Paros. Vous voyez que c'est le même langage, mais il y a des proportions différentes. Or on a compris, et on a calculé, que en fait tout ça correspond
à des angles faits avec des compas et à des calculs donc de formes géométriques hein, donc différentes. Dans cet atelier d'Amorgos, donc l'angle du compas est à un certain degré. Dans l'atelier de Syros, c'est autre chose. Dans l'atelier de Paros, etc. Donc vous voyez qu'on sait que dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, malgré la diversité, il y a l'habitude de représenter, cette fois-ci avec un compas, nous le savons, parce qu'on a même trouvé des traces de ces compas, donc des angles donc, qui correspondent à des calculs mathématiques des proportions du corps humain, au 2e millénaire. À l'époque archaïque, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc vous avez ici des statues du 6e siècle avant Jésus-Christ, vous voyez que là encore, il y a une très grande diversité des formes. Donc là, nous sommes donc dans les années 580, là, nous sommes dans les années 500. C'est tout le 6e siècle avant Jésus-Christ. La seule chose que vous devez retenir, c'est que là, les proportions sont à peu près, malgré la diversité de styles, à peu près toujours les mêmes. La tête mesure à peu près 1/7 du corps. C'est la tête qui sert de mesure, et c'est à peu près 1/7 de la hauteur complète du corps humain. Même si, vous le voyez, ça n'empêche pas la diversité avec les bras plus ou moins écartés selon l'évolution de la sculpture grecque. Mais on voit que ces corps de face, alors la plupart des gens qui ignorent tout de l'art grec disent « Ah, ça ressemble à de l'art égyptien ». Dans l'art égyptien, il y a une énorme différence, hein, c'est qu'il y a un pilier dorsal à l'arrière. Donc dans l'art grec, la statue, l'homme est libre de ce pilier dorsal. Enfin, retenez que même si la position est une recomposition du corps, parce que vous voyez que cette position n'est pas du tout naturelle, c'est une espèce de marche apparente. Ils ont tous la jambe gauche portée en avant, les bras le long du corps. Sans doute un schéma emprunté à l'Égypte ancienne, mais pour autant, donc on voit bien que ce qui intéresse les sculpteurs, c'est les articulations. Regardez comment, alors que tout est simplifié, ils s'intéressent aux genoux, ils s'intéressent aux clavicules, ils s'intéressent aussi ici aux articulations des poignets, là vous ne pouvez pas le voir dans le détail, mais on voit bien que ce qui intéresse les sculpteurs, c'est de composer un corps à partir des articulations. Et alors ça a été donc jusqu'à donc un sculpteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Polyclète. Donc ce Polyclète, nous savons qu'il a écrit un traité de sculpture qui s'appelait le canon, donc la règle. Donc il avait écrit, donc c'est intéressant parce que ça signifie que c'est ces gens qui sont des artisans, parce que la notion d'artiste n'existe pas vraiment en Grèce ancienne, donc ces gens ont eu des prétentions intellectuelles, en tout cas au 5e siècle, à partir du 5e siècle, puisque cet homme, il est réputé avoir écrit donc un traité théorique des proportions du corps humain qui s'appelait le canon. Et les textes latins qui nous en parlent nous disent que non seulement il avait écrit un traité, mais il avait fait devant son atelier une démonstration, une statue, donc qu'il appelait le canon lui-même. Donc il y a un traité de sculpture qui s'appelait le canon, et puis il y avait une statue qui s'appelait le canon. Donc ce canon, nous ne le possédons pas, hein, on n'a pas d'originaux de ce Polyclète, donc nous sommes dans les années 450, 440 avant Jésus-Christ. Donc on en a de beaucoup de copies romaines. Voilà la meilleure copie romaine conservée qui a été trouvée donc, dans la palette de Pompéi et qui est aujourd'hui au musée archéologique de Naples. Donc, et vous voyez qui représente ce qu'on appelle le doryphore. Le doryphore, ce n'est pas le petit scarabée, là, donc mangeur de pommes de terre, c'est le porteur de lance. Doryphore, c'est-à-dire un porteur de lance. Parce qu'en effet, vous voyez, il est dans une attitude que vous avez du mal à comprendre, qui est une espèce d'attitude complètement inventée de marche apparente. Ça a l'air très naturel, ça. C'est pas du tout naturel. Essayez de vous mettre dans cette position. Vous allez voir, c'est pas du tout naturel. Il a une jambe, donc la droite portante, la jambe gauche pliée, rejetée en arrière. Et puis, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le contrapposto en italien, une composition alternée entre la jambe repliée en arrière et le bras, donc le bras replié vers l'épaule. Vous voyez, et comme ça, il y a une espèce de composition. Enfin, ce qu'il faut retenir dans les proportions, c'est que là, on a en effet, donc ça théorise les proportions à 1/7 du corps, puisque c'est la tête qui sert de proportion et qui est reproduite, vous voyez, pour la poitrine, pour le ventre, pour la longueur des jambes, etc. Donc, c'est des proportions du corps humain. Alors, on dit que généralement, ça correspond à un homme de taille moyenne, entre 1m60 et 1m70 à peu près, donc plutôt moyen petit, donc représenté de face. Et encore aujourd'hui, quand on apprend à dessiner d'après le modèle vivant, donc on utilise cette échelle de la tête 7 fois dans la hauteur du corps pour représenter un homme de cette taille. Et on voit qu'il y a eu une évolution avec une élongation de ce canon, puisque nous savons qu'un autre sculpteur, un siècle plus tard, donc Polyclète, nous sommes vers 440 avant Jésus-Christ, je vous l'ai dit. Là, nous sommes avec un sculpteur qui s'appelle Lysippe, vous avez le nom du tableau sur l'écran, qui est le portraitiste officiel d'Alexandre le Grand, qui travaillait donc à l'époque d'Alexandre le Grand, donc on est un siècle plus tard, dans les années 340 à peu près avant Jésus-Christ.
340-330 avant Jésus-Christ, puisqu'il avait été appelé par le père d'Alexandre le Grand, Philippe de Macédoine, et lui aussi, vraisemblablement, nous ne possédons pas d'originaux, mais beaucoup de copies romaines, dont cette œuvre représentant un athlète se nettoyant donc avec ce qu'on appelle un strigile. Vous savez, donc les athlètes grecs se recouvraient la peau avant l'exercice d'huile. Donc s'entraînant sur des pistes de sable, donc huile plus sable, imaginez, il devait être tout pané après. Voilà. Donc du coup, souvent est représenté dans la céramique grecque comme dans la sculpture grecque, le geste des athlètes après l'effort, en train de se débarrasser de ce sable collé avec l'huile. Il y a des instruments pour ça. Donc, voilà. Et donc c'est ce qui est le geste qui est représenté sur cette copie romaine. Une copie romaine très intéressante d'ailleurs, parce qu'elle a été trouvée donc, dans la villa d'un empereur Titus à Rome. Quoi qu'il en soit, vous voyez que les proportions sont beaucoup plus allongées par rapport donc, au canon de Polyclète. Le canon de Lysippe, c'est que la tête rentre 8 fois dans le corps humain. Et donc là aussi, on sait que Lysippe avait écrit, avait laissé des écrits. C'est Cicéron notamment qui nous en parle. Il nous dit que... Alors Cicéron utilise le mot quadrata. Qu'est-ce que ça signifie? Que ces sculptures, donc le cœur, l'essence des sculptures, c'était qu'elles soient quadrata. Alors carré, et qu'est-ce que ça veut dire une sculpture carrée? On comprend que ça veut dire une sculpture qui rentre dans des formes, donc de géométrie simple. On croit comprendre ça, mais on n'est pas sûr de bien comprendre Cicéron. Alors, je viens de voir pour l'architecture et pour la sculpture comment finalement la géométrie, les mathématiques sont au cœur d'une certaine pensée. Hein. Donc, alors tout l'art grec, nous allons voir, ne se résume pas à cette pensée, mais que la question de la mesure donc, et des mesures sont au cœur de l'architecture et de la sculpture grecque. Alors en revanche, donc, quand on veut étudier ce qu'est l'hubris et ce qu'est donc l'excès au sens moral du terme, donc il faut essayer de comprendre dans l'art grec, est-ce qu'on a des représentations de cette forme d'excès que constitue l'hubris, c'est ce que je voudrais montrer. Et puis, à opposer à l'hubris, la notion qui est au cœur, en tout cas, de la démocratie athénienne, qui est la notion d'isonomie, c'est-à-dire d'égalité devant la loi. Alors aujourd'hui, on ne comprend plus tout ça, parce qu'on confond égalité, équité, on ne comprend plus rien au vocabulaire antique. Donc, mais l'isonomie, ça signifie l'égalité devant la loi, qui n'est pas l'équité. Alors, il faut savoir donc que l'hubris, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas tenir sa place, en quelque sorte. C'est-à-dire de ne pas, quand vous êtes un homme, de vous comporter en homme, quand vous êtes un dieu, de vous comporter en dieu, quand vous êtes donc un animal, de vous comporter comme un animal. Donc, voilà. Or, il y a dans la religion grecque un certain nombre de personnages qui sont comme des contre-exemples, et qui sont des exemples de cette hubris. Alors, je pourrais vous en citer des dizaines, hein. Donc, mais un des plus célèbres, c'est bien entendu Prométhée. Prométhée, qui est un titan, donc, qui a voulu voler le feu donc, aux dieux pour le confier aux hommes. C'est-à-dire qu'il a voulu abroger donc, la limite entre les hommes et les dieux. Donc, selon un récit qui est dans la Théogonie d'Hésiode, enfin peu importe, vous connaissez peut-être cette histoire de Prométhée. Donc, et Prométhée, donc, il est condamné par Zeus, donc finalement, à avoir le foie dévoré par un aigle de Zeus, et ce foie se recompose, se reconstitue au fur et à mesure qu'il est mangé. Donc, une torture infinie. Donc, vous voyez que cette torture, ici, donc, vous avez ici un vase grec de la région de Sparte, qui est aujourd'hui conservé au musée du Vatican, où on voit Atlas portant le monde, ici, et puis vous avez cette tradition donc, de Prométhée, donc, qui a le foie dévoré en permanence par cet aigle. Donc c'est une des représentations de ces géants, de ces titans, qui sont, vous savez, une race, alors peut-être vous êtes une génération, grâce ou à cause de Percy Jackson et tous ces films, qui connaît un peu mieux la mythologie grecque que les autres. Je ne sais pas si vous connaissez bien la mythologie grecque. Mais en tout cas, donc, ces romans américains ont au moins l'intérêt de remettre à la mode ces questions. On voit bien que ces titans, c'est ceux qui... toute cette génération de monstres qui sont antérieurs à la génération des Olympiens, donc c'est le monde d'avant, diraient certains en politique, donc, et c'est le monde justement qui n'a pas respecté la règle entre les hommes et les dieux. D'où le fait qu'on a ce type de représentation dans l'art grec.
Alors je vous dis, il y a des dizaines d'exemples de ces dieux ou de ces titans qui ne se sont pas comportés comme on attendait. C'est le cas par exemple aussi donc, de mortels qui ne se comportent pas. Voilà, c'est le cas par exemple de Niobé, donc une femme qui a eu des enfants et qui a eu plus d'enfants que Léto. Léto, c'est la mère d'Apollon et d'Artémis. Donc, elle s'était vantée, donc cette pauvre mortelle, d'avoir eu plus d'enfants, parce qu'elle avait des dizaines, elle a eu beaucoup d'enfants, donc une dizaine à peu près, donc d'avoir eu plus d'enfants que Léto qui n'avait eu que Apollon et Artémis. Et donc, c'est-à-dire que, vous comprenez, elle avait quitté son statut de simple mortelle pour se comparer à une divinité. Et donc Apollon et Artémis donc, vont tuer les enfants de Niobé, donc, pour venger l'honneur de leur mère. C'est ce qu'on appelle donc les Niobides, donc ces enfants de Niobé. Alors, ces représentations du meurtre des enfants de Niobé, il y en a plein dans l'art grec. C'est un thème récurrent de l'art grec. Vous en avez ici, par exemple, avec un vase du Louvre, on appelle justement attribué à un peintre anonyme qui est peintre des Niobides, où on représente justement Artémis et Apollon en train de tuer ces pauvres enfants de Niobé. Et vous voyez la manière dont on représente, c'est très intéressant. Les dieux, la beauté par excellence, sont représentés de profil. Mais l'horreur, la peine, la mort, c'est représenté de face. Vous voyez, la fille de Niobé, là, elle est représentée mourante, donc percée par les flèches, le visage de face. C'est intéressant pour comprendre que donc, le profil, ça correspond à la norme, la face, ça correspond à l'excès, en quelque sorte. Parce que c'est par exemple la Gorgone Méduse qui vous regarde de face. C'est le masque de Dionysos qui vous regarde de face. Alors, autre exemple, alors, par excellence, du dieu, du demi-dieu, enfin qui a un statut très particulier, et justement qui est le dieu de l'ubris par excellence, c'est Dionysos. Donc, il y a un statut très particulier, ce Dionysos. Donc, Dionysos, vous savez, alors on dit que c'est le dieu du vin, c'est bien pauvre de dire ça. C'est pas seulement le dieu du vin, c'est le dieu donc, du théâtre. C'est le dieu, on pourrait dire, de la mania. La mania, c'est une espèce de folie qui peut s'emparer des hommes. Donc il est généralement accompagné de femmes. Alors pourquoi les femmes? Pardon, mesdemoiselles. Tout simplement parce que les femmes, c'est les parties, peut-être, si on suit les analyses de certains, donc elles sont capables, plus capables que les hommes qui sont complètement intégrés dans la cité, elles sont capables de sortir de la cité, si elles ne sont pas suffisamment intégrées. Et donc elles deviennent à ce moment-là des bacchantes, c'est-à-dire des suiveuses de Bacchus. Bacchus, Baccho, Dionysos, c'est le même personnage. Et elles deviennent, en quelque sorte, elles sont prises d'une espèce de folie. Elles se mettent à manger des animaux vivants, à déchiqueter ces animaux. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'elles commencent à rompre la place des femmes par rapport aux animaux, en se rapprochant du côté des animaux. Et compagnons de Dionysos, vous avez les satyres. Or, le satyre, regardez, il est représenté ityphalique, c'est-à-dire le sexe bandé, tout simplement parce que c'est l'absence de tempérance. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, dans les statues grecques, je vous dis tout de suite, parce qu'on peut se construire une question, une question qu'on me pose tout le temps, c'est pourquoi les statues grecques, dans les statues grecques, les hommes ont de tout petits sexes. Je vous assure, on me l'a posé cette question. Donc, tout simplement parce que le petit sexe, c'est la tempérance. Le contraire du petit sexe, c'est le satyre, c'est-à-dire qui est toujours, qui a toujours envie, donc voilà, et qui est dans l'excès. Et vous voyez donc Dionysos, qui est cette personne ici, il est au milieu justement de ces femmes qui sont capables d'excès et de ces satyres qui sont toujours capables d'excès. Donc, au point d'ailleurs que vous savez, il y a un certain nombre de pièces donc de la tradition, notamment donc les Bacchantes d'Euripide, où justement ne voulant pas, le roi Panthée ne voulant pas introduire, donc refusant d'introduire le culte de Dionysos dans la cité, donc de lui faire une place, et bien finalement donc Dionysos se manifeste auprès de la mère du roi Panthée, auprès de sa femme, donc transforme son entourage féminin en bacchante, et le prenant pour un animal, elles vont le dépecer vivant. C'est la scène qui est représentée ici. Alors ça, c'est l'excès absolu pour un grec. C'est-à-dire des femmes qui se comportent comme des animaux et qui vont tuer l'homme. Donc c'est le sommet de l'ubris. Alors ça peut vous choquer, mais je ne pense pas comme ça peut-être, hein, mais je vous dis que les Grecs, pour eux, le monde à l'envers, c'est des femmes qui se comportent comme des animaux. Alors vous avez, je pourrais passer des heures et des heures à vous montrer ces scènes qui sont, vous voyez, comme des contre-exemples, parce que c'est très intéressant, parce que quel est l'usage de ces vases? À quoi ils servent tous ces vases? Je vous montre. Parce que vous avez vu que je vous montre pratiquement que des vases. Hein, donc des amphores, des hydries, des coupes, etc. À quoi ils servent, d'après vous? Vous savez pas? Qui les manipule? Qui les utilise?
Ça va éduquer les jeunes. Oui, ça c'est une version, mais fondamentalement, ils servent à quoi? Le rôle d'éducation, c'est en effet, on voit bien que dans certaines célébrations, vous allez voir lesquelles, on peut les commenter, etc. Et justement, donc on commente ces images. On commente ces images par rapport à cette tradition. Mais qui les utilise? C'est des vases qui servent à quoi? Vous savez pas ça? Tous ces vases, ils servent au banquet. Alors qu'est-ce que le banquet? C'est une cérémonie où seuls les hommes ont accès à cette cérémonie. Donc les femmes qui sont là, c'est des courtisanes, des prostituées, etc. C'est pas, voilà. Donc les femmes, voilà. Seuls les hommes donc, manipulent ces objets. Donc, c'est un rituel dans lequel on partage le vin, parfois quelques aliments, mais souvent le vin. Et puis, donc, alors, je vous renvoie au banquet de Platon, par exemple. On voit bien comment ces hommes donc, discutent de philosophie, d'autres choses. Mais justement, ces images sur ces vases, elles servent à cette sociabilité masculine qui consiste justement à se donner des exemples et des contre-exemples. Le contre-exemple, c'est justement donc, tous ceux qui ne tiennent pas leur place. Et alors, donc, dans la tradition, bien entendu, grecque, il y a un héros par excellence qui est presque l'incarnation de cette hubris, c'est Achille. Achille dans l'Iliade. Notamment parce que Achille, il ne sait pas se contrôler. Achille pleure tout le temps, je vous ai remarqué, si vous avez lu l'Iliade, il passe son temps à pleurer. Donc voilà, il passe son temps à s'énerver, et surtout, donc vous savez que l'Iliade, ce n'est pas le récit de la guerre de Troie, c'est le récit de la colère d'Achille. Le cœur du sujet de l'Iliade, c'est la colère d'Achille. Il est tellement en colère qu'il finalement il refuse de combattre. Alors bon, j'espère que vous n'avez pas que la connaissance des films américains sur l'Iliade, donc, parce que sinon on est foutu là. Et notamment, il y a un moment, vous savez, il ne se comporte pas comme on devrait se comporter, parce qu'il y a des règles de la guerre. Il fou de rage, puisque son cousin Patrocle a pris son armure et a combattu. Vous connaissez cette histoire d'Achille et Patrocle. Donc Patrocle a été pris pour Achille, et Patrocle a été tué par le prince troyen qui est Hector. Vous connaissez ces histoires ou ça vous dit rien du tout? Et donc, merci Brad Pitt. Donc, qui n'était pas si mauvais d'ailleurs en Achille. Même si Patrocle était insupportable dans le film. Et il y a un moment qui est fondamental de cette question de l'hubris, c'est que, alors que normalement dans la guerre on respecte son ennemi, qu'est-ce que fait Achille? Il prend le corps d'Hector et il le traîne sous les remparts, et le corps est complètement mutilé. Comme dirait quelqu'un, ça se fait pas. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il dépasse les règles de comportement dans la... Donc c'est le cœur même de cette hybridité. Et donc cette scène donc, du fait que Achille transporte et traîne le corps d'Hector est très fréquente dans la céramique grecque. Justement parce qu'il faut imaginer donc ces hommes dans ce rite du banquet, donc ils commentent, qui connaissent l'Iliade. Je vous rappelle que les Grecs cultivés, ils sont capables de réciter l'Iliade, des chants entiers de l'Iliade, et notamment ce passage donc où le corps d'Hector est traîné. Alors même si ce n'est pas dans l'Iliade, puisque vous savez que l'Iliade ne raconte pas le sac de Troie, autre moment d'hubris, donc de démesure, en quelque sorte, c'est le sac de Troie, la destruction même de Troie, puisque là, les règles ne sont plus du tout respectées, puisqu'on va jusqu'à tuer donc un vieillard, le roi Priam, qui s'est réfugié auprès de l'autel, qu'on va prendre, par exemple, ici, le corps d'Astyanax, le fils d'Hector, donc en lui éclatant la tête sur les murs, les remparts de la ville, enfin bref, donc on ne va pas respecter le temple, que Cassandre donc, va être violée dans le temple même par les soldats, enfin voilà. Donc vous avez là, avec les récits autour de la guerre de Troie, et les images qui les accompagnent, donc ici une coupe donc, du peintre de Bricos, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, de la prise de Troie, justement, de l'Ilio-Persis, vous avez comme ça des représentations de ces moments d'excès qui caractérise l'hubris. Et on voit bien que, comme vous le disiez, monsieur, ça peut servir à l'éducation, bien entendu, de ces hommes, qui est, en effet, ils ont des exemples et des contre-exemples de comment se comporter à la guerre. Alors, on voit bien que cette question de la représentation de l'hubris, elle permet finalement de combattre l'hubris, de montrer justement les excès, que ce soit quand on est un dieu, un demi-dieu, quand on est un homme, de cette notion fondamentale de la pensée grecque. Et ça explique l'importance donc de ces représentations d'excès commis par des hommes, donc dans la sculpture architecturale grecque.
Pour le dire autrement, la plupart des monuments grecs, quand ils sont décorés, parce qu'ils ne sont pas tous décorés, représentent des scènes d'excès. C'est assez étonnant. Alors, je vous donne un exemple qui est le Parthénon. Donc, au Parthénon, dans la frise dorique, oui, c'est un monument dorique, donc à l'extérieur, vous avez ce qu'on appelle des métopes, là, c'est le petit relief, là. Donc, et que représentent ces reliefs? Ils représentent, donc, d'un côté, il y a 4 côtés, hein, donc les 4 côtés du monument, vous avez à chaque fois des scènes de combat. À l'est, c'était un combat entre les dieux et les géants. Donc, les dieux et les géants, donc les Olympiens, et puis c'est les géants. Au sud, c'était un combat entre les Grecs et les centaures. À l'ouest, c'était un combat entre les Amazones et les Grecs. Et au nord, c'était la représentation de la prise de Troie avec donc les Grecs contre les Troyens. À chaque fois, des scènes de combat, des scènes sanglantes, des scènes de démesure, vous voyez, donc avec une espèce de brutalité féroce. Et on a l'impression... Alors, on n'a aucune explication, hein, mais le décor du Parthénon est assez canonique, je pourrais dire. Beaucoup de temples grecs présentent comme ça des amazonomachies, des centauromachie, donc ces combats, donc... Voilà. Et on a l'impression que, étant donné que le temple est la maison du dieu qui abrite la représentation, donc l'image du dieu, le décor extérieur fonctionne comme de manière apotropaïque. Il dégage un espace, donc, qui est l'espace de l'univers ordonné. L'univers ordonné par les dieux, il est menacé par qui et par quoi? Il est menacé, cet univers ordonné, par des forces de chaos, des forces de désordre. Ces forces de désordre, c'est les centaures, donc, par exemple, mais c'est aussi, ça peut être les Perses, ça peut être les Troyens. Les forces de chaos, c'est les Amazones, alors, je répète. Hein, donc pour un grec, le monde à l'envers, c'est une femme qui prend les armes. Donc c'est-à-dire que vous avez en effet ce qu'il y a de commun à tous ces récits de combat et qui forment, comme vous voyez, une espèce de ceinture de sécurité autour du lieu lui-même. C'est tous ces combats où les Grecs, à chaque fois, ont le beau rôle en quelque sorte, ils rétablissent l'ordre face aux puissances de désordre. Et ces puissances de désordre, ça peut être des femmes, ça peut être des centaures, ça peut être des étrangers. Donc, voilà. Et à chaque fois, donc, ça pourrait expliquer le recours à ces images donc, d'hubris. Alors, des images historiques, à propos de personnages historiques, contrairement à l'art romain, nous verrons dans 15 jours que dans l'art romain, il y a en effet des représentations, ce qu'on appelle des reliefs historiques, des scènes historiques. Dans l'art grec, c'est très rare, la représentation d'événements historiques précis. Puisque toujours, dans l'art grec, on a eu recours justement à ce langage qu'on pourrait presque qualifier de métaphorique, avec la centauromachie, l'université du ventre. Il y a eu quelques cas quand même. Je vous présente par exemple ce vase grec, qui est aujourd'hui dans la collection du musée de Louvre, représentant le roi Crésus. Alors, ce n'est pas exactement contemporain, parce que ce vase date du début du 5e siècle, nous sommes vers 490 avant Jésus-Christ, et que le roi Crésus a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce roi Crésus, vous connaissez peut-être l'expression riche comme Crésus, ce roi Crésus, il est surtout connu par Hérodote. Alors Hérodote, c'est le grand historien du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc à peu près contemporain du vase, même s'il vit quelques décennies plus tard, enfin il écrit quelques décennies plus tard. Hérodote a composé un livre, alors en culture générale, vous devez connaître le De Architectura de Vitruve, mais en culture générale, vous devez surtout connaître les histoires ou les enquêtes d'Hérodote. Hérodote qui est considéré comme le père de l'histoire, le premier historien de la pensée occidentale, donc il vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce livre que je vous invite à lire, hein, parce qu'il est traduit, voilà, il s'appelle Les Enquêtes ou les Histoires. Le mot histoire vient de ce titre, hein, de l'ouvrage d'Hérodote. Hérodote cherche à comprendre pourquoi les Grecs ont combattu les Perses. Pourquoi les Grecs combattent les Perses. Et donc il fait l'histoire du monde, en parlant de l'Égypte, de la Syrie, etc. Et il essaye de comprendre ce qui oppose ces deux civilisations. La civilisation orientale, on va dire grossièrement, et la civilisation grecque. Et à chaque fois, ce qui est caractéristique, selon lui, de la culture orientale, c'est l'hubris, c'est-à-dire la démesure. C'est-à-dire que ces gens ne savent pas se tenir. Par exemple, Crésus, donc, il est riche comme Crésus, alors il y a plein de traditions, etc., notamment, donc, je vais présenter un petit tableau hollandais du XVIIe siècle, puisque la tradition grecque rapporte qu'un des sages grecs, Solon, qui est un Athénien, aurait rendu visite à Crésus et lui aurait demandé, et donc Crésus lui dit, est-ce que tu peux dire que je suis... Alors il lui montre toutes ses richesses, c'est ce que montre le petit tableau hollandais, donc il lui montre tous ses trésors, etc. Et il lui dit, est-ce que tu ne peux pas dire que je suis l'homme le plus heureux sur Terre? Et Solon lui dit, moi, tant que tu n'es pas mort, je ne peux pas savoir si tu as été l'homme le plus heureux sur Terre.
et au moment où Crésus a perdu son empire face à un autre potentat oriental, et où il est condamné au bûcher, donc à ce moment-là, donc c'est Crésus sur son bûcher, donc au moment là, il se souvient que Solon lui a dit, avant que tu ne meures, on ne peut pas dire de toi que tu as été l'homme le plus heureux sur Terre. Donc vous voyez, cette opposition chez Hérodote, qui est assez caractéristique, entre les orientaux qui font preuve de démesure, d'hubris, et le fondement de la pensée grecque, qui est au contraire la mesure. Alors on a des rares représentations de Crésus ici, mais alors cette question d'excès et de démesure, elle, bien entendu, elle a évolué. Et je voudrais simplement, ici, d'un point de vue historique, souligner un personnage très ambigu dans la tradition grecque, qui est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, vous le savez, donc, qui règne donc d'abord en Macédoine, puis qui conquiert l'ensemble de l'empire donc perse, donc qui succède à son père Philippe II de Macédoine après l'assassinat de celui-ci, donc ça commençait bien déjà, donc, et qui meurt, vous le savez, sans doute empoisonné à Babylone en 323 avant Jésus-Christ. Or ce personnage, nous savons, il s'était fait accompagner par un certain nombre d'historiens, de géographes, mais aussi d'artistes, pour en quelque sorte, on va dire, composer un portrait officiel de lui. Donc il avait un sculpteur comme portraitiste, il avait aussi un orfèvre, et il avait un peintre. Donc, alors on n'a pas conservé les originaux de ces portraits d'Alexandre le Grand, mais on a un certain nombre de répliques, de copies, à la fois du portrait que Lysippe, le sculpteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait fait d'Alexandre le Grand, et le portrait que Apelle, le peintre, avait fait également d'Alexandre le Grand. Or, ce que nous savons dans la tradition, et une grande partie des textes semblent expliquer, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la vie d'Alexandre le Grand, alors là aussi il y a un affreux film américain que je ne vous recommande vraiment pas, mais en tout cas il permet de mieux comprendre peut-être la vie d'Alexandre. Il y a plein de moments de démesure et d'hubris. La tradition historiographique grecque fait de ce personnage à la fois un très grand homme et en même temps un personnage qui ne sait pas se contrôler, une espèce de nouvel Achille. Par exemple, il est ivre à un moment donné, dans un banquet, je ne sais pas si vous connaissez, et il tue un de ses amis. Bon, voilà, ça aussi, ça ne se fait pas. Donc, non, ni de boire trop, ni de tuer son meilleur ami. Donc, ou autre scène, par exemple, vous savez, il entraîne l'armée grecque jusqu'à l'Aidus, et là, il y a les éléphants, etc. Donc l'armée, elle n'en peut plus. Jusqu'où ça va aller? Et il ne veut pas arrêter. Et donc c'est son armée qui fait sur la grève et qui l'oblige à revenir en arrière. Bon, il y a plein de scènes comme ça dans la vie d'Alexandre le Grand qui montrent que le personnage est démesuré. Et nous savons en effet que la tradition rapporte qu'il avait voulu qu'Alexandre le Grand le représente au moment où il met le pied en Asie mineure, donc en Turquie actuelle, pour commencer la guerre contre le grand roi. Et cette statuette, qui est aujourd'hui au musée du Louvre, un petit bronze pas très bien conservé d'ailleurs, donc le montrait dans cette attitude. Alors nous savons qu'il tenait une lance, donc de nouveau, voilà, qu'il plantait dans le sol, donc dans la main gauche, là, vous imaginez une lance. Donc Alexandre le Grand nu, ce qui est déjà étrange, parce que contrairement à ce que vous pouvez peut-être imaginer, les Grecs ne se promenaient pas nus dans la rue. Donc la nudité, ça veut dire qu'il est comparé à un dieu, à un héros. Donc plantant la lance dans le sol, puisque la tradition rapporte qu'en mettant le pied, donc en débarquant en Asie mineure, il aurait dit « À toi, Zeus, mon père, le ciel, à moi, la terre ». Donc un peu mégalomane, le type. Hein. Donc, et c'est ce que le portrait aurait représenté. Donc Alexandre plantant donc, la lance dans le sol et disant cela. Donc vous voyez une espèce de comparaison, là aussi on est en plein hybris. Et Apelle l'avait représenté, donc assis. Alors qui est représenté assis? Zeus, le seul dieu qui est représenté assis sur un trône, c'est Zeus. C'est assimilé à Zeus lui-même. Donc, et tenant le foudre. Donc ce qu'il a dans la main, là, cette espèce que vous voyez mal, c'est le foudre de Zeus. Donc un nouveau Zeus, en quelque sorte. Voilà. Donc on voit bien qu'avec les images et l'iconographie d'Alexandre le Grand, se mettent en place, au IVe siècle avant Jésus-Christ, des images d'un homme, d'un souverain divinisé, et on est au cœur justement donc, de la rupture donc, dans la pensée grecque par rapport à ce qu'est le cœur de la pensée grecque, c'est-à-dire l'isonomie. Je vous présente par contraste donc, ce qu'est la tradition du portrait. Je vous ai parlé tout à l'heure donc, de l'isonomie. L'idéal grec, c'est en effet celui de l'isonomie, c'est-à-dire celui de l'égalité, donc de rester mesuré au sens moral, c'est-à-dire de ne pas chercher une place qu'on n'a pas.
Alors, le portrait, en effet, avant Alexandre le Grand, donc, alors à partir d'Alexandre le Grand, les souverains qui lui ont succédé ont essayé, dans la tradition d'Alexandre le Grand, de se faire représenter comme des dieux. Mais avant, c'était visiblement formellement interdit. Non seulement interdit, mais pas accepté. Vous voyez, par exemple, je vous donne cet exemple donc de portrait, ce qu'on appelle portrait dans l'art grec du 6e ou du 5e siècle ou du 4e siècle, avant Alexandre le Grand, c'était essentiellement des représentations qu'on pourrait qualifier de portraits types ou typologiques. C'est-à-dire que vous aviez le type du jeune homme athlétique, le type de la femme mariée, voilà, de la bonne mère de famille, le type du poète, etc. Et vous en avez un bon exemple ici, pourtant avec des personnages connus. Il se trouve qu'il y a deux héros, en quelque sorte, de la démocratie athénienne, enfin que la démocratie athénienne a érigé en héros, deux personnages qui s'appelaient Harmodios et Aristogiton, qu'on appelle les tyrannoctones, parce qu'ils auraient tué un des tyrans d'Athènes au VIe siècle. Bon, une histoire très compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, à l'origine, c'est sans doute une histoire de mœurs. C'est très intéressant comme une histoire de mœurs. L'un des deux a été repoussé voilà, parce qu'ils étaient amants. Par un de la famille des tyrans d'Athènes. Et donc, mais la démocratie athénienne, à la fin du VIe siècle, au Ve siècle, en fait pratiquement des fondateurs de la démocratie, puisqu'ils ont tué un tyran. Alors, ce n'est pas vrai du tout, puisqu'en fait, la tyrannie a continué après cet assassinat. Mais pour autant, vous voyez, c'est tyrannoctone, donc c'est un monument qui est connu par des copies romaines, de nouveau. Voilà, les meilleures copies qui sont conservées toujours au musée archéologique de Naples, représentant ces deux personnages. Or, vous avez qui? Vous avez un personnage nu, barbu, et un personnage nu jeune. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont représentés comme l'Éraste et les Romaines. C'est-à-dire, vous savez, dans le couple d'amants, il y a l'amant, l'aimé et l'homme mûr, qui fait l'éducation d'un homme plus jeune. Donc, et dans ce couple homosexuel, lié donc à la transmission du savoir, voilà comment sont représentés. Donc, c'est comme l'incarnation donc de cette relation d'éducation et amoureuse. Donc ce n'est pas Harmodios et Aristogiton, puisque d'ailleurs ce groupe datait de 477 avant Jésus-Christ, donc ils étaient morts depuis 40 ans, donc plus personne ne devait connaître les traits d'Harmodios et d'Aristogiton, mais vous voyez, ce qu'on a voulu représenter, c'est deux figures incarnant la démocratie, donc c'est de la propagande, hein, puisque je répète, ces deux jeunes gens ne sont pas à l'origine de la fin de la tyrannie. Donc voilà comment vous voyez que la démocratie athénienne invente progressivement des formes de portraits qui correspondent mieux à son espèce de culte de l'égalité. Par exemple, quand ils veulent représenter un homme public comme Périclès, donc Périclès dont on n'a que des extraits de ses portraits, il était représenté vraisemblablement, donc Périclès qui est le grand homme politique de l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc nous savons qu'il a été portraituré. Mais on n'en a que des extraits d'époque romaine, comme par exemple cette tête qui se trouve aujourd'hui au musée du Vatican. Vous en avez une autre à Londres, par exemple. Or, nous savons en effet que ce n'est pas un portrait qu'on pourrait qualifier de naturaliste ou ressemblant de Périclès, mais on l'a représenté en tant que stratège. Un stratège, c'était en effet la fonction qu'il occupait, c'était un chef de guerre. Donc on l'a représenté avec le casque corinthien à l'arrière de la tête. D'ailleurs, la tradition dit que Périclès avait une drôle de tête. Ses adversaires l'appelaient tête d'oignon, donc parce qu'il avait un crâne un peu déformé. Donc, et on s'est même demandé si cette représentation avec le casque à l'arrière ne cachait pas, ne voulait pas cacher, donc rendre finalement harmonieux un visage, une tête qui ne l'était pas. Donc oui, en mettant le casque de cette manière-là. En tout cas, il ne faut sans doute pas reconnaître les traits de Périclès ici, mais plutôt sa fonction de stratège. De la même manière, comme quand au 5e siècle, on veut honorer un grand poète de l'époque archaïque qui est Anacréon, qui est mort plusieurs décennies avant ce portrait, donc sur l'acropole d'Athènes. Donc là aussi, on ne connaît ces portraits que par des copies, et notamment cette copie qui est aujourd'hui à la Nicardberg Bibliothèque de Copenhague. Donc, portrait d'Anacréon. Anacréon, c'est un poète. Donc un poète, je vous rappelle que la poésie, elle est chantée dans le monde grec. Donc il était représenté tenant la lyre dans la main et déclamant ses poèmes. Or, il est représenté, vous voyez, comme un poète. Au 5e siècle, plus personne ne se souvient de la tête d'Anacréon, personne ne l'a connu. Alors, en quoi c'était un poète? Alors aujourd'hui, bien entendu, il manque la lyre. Donc, voilà. Mais je me permets d'attirer votre attention sur un détail qui est un peu étrange, mais que je signale quand même, c'est le détail de l'infibulation. Vous voyez que, pardon pour ce détail, mais sa verge, elle est retenue. C'est-à-dire qu'elle est ligotée. Alors, en effet, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est dans la tradition grecque, les athlètes et les poètes, donc, ils devaient s'abstenir de toute relation sexuelle, parce qu'on estimait que les relations sexuelles
mettaient en péril donc leur capacité à chanter ou à se produire ou à leur capacité athlétique. Et donc il y avait un rythme, voilà, une pratique, un visuel, c'est qu'on ligotait donc la Vierge des athlètes et des poètes. Donc avec des lanières, enfin on voit ça dans les représentations de Serbie. Donc, et là, en effet, vous voyez, vous devinez peut-être, enfin si vous allez un jour à la Nicaragua, vous regarderez la scène de près, donc, et vous passerez pour un pervers. Donc il y a ce détail. De la même manière, donc vous voyez que la tradition de l'isonomie grecque, c'est-à-dire chacun à sa place. Les stratèges sont représentés comme des stratèges, les poètes comme des poètes, les jeunes gens à la guerre comme des jeunes gens à la guerre, mais l'individu, lui, ne doit pas et n'est pas censé exister. Et on a une bonne tradition avec la question des monuments funéraires. Alors, est-ce que vous savez que dans l'Athènes classique, il était interdit donc d'ériger des monuments funéraires de grande importance, justement en raison de ce principe de l'isonomie, pour pas que les familles les plus riches et des monuments funéraires plus importants que les autres, les Athéniens avaient mis en place des lois somptuaires, interdisant la manifestation du luxe le plus ostentatoire. Alors on pense qu'il y avait une loi de ce type à la fin du VIe siècle, qui explique qu'au 5e siècle, il n'y a pratiquement pas de monuments funéraires à Athènes, très étonnant, il y en avait au 6e siècle, il n'y en a plus au 5e siècle. Et à la fin du 5e siècle et au 4e siècle, les monuments funéraires se développent tellement jusqu'à devenir des véritables monuments comme celui-ci. Celui-ci, il est au musée du Pirée, il a été trouvé le long des longs murs qui relient le Pirée à Athènes, donc c'est un monument du 4e siècle, avec, vous voyez, une amazonomachie et toute une famille. Alors une famille, bien entendu, les hommes, donc le père de famille citoyen et ses fils morts à la guerre, donc, et dans un véritable monument. Et donc nous savons que, à cause de ces monuments de plus en plus luxueux et de plus en plus ostentatoires, donc une loi en 317 avant Jésus-Christ a interdit définitivement les monuments funéraires à Athènes, au nom du principe de l'isonomie. C'est-à-dire à cause de ces excès dans la représentation du luxe, donc une loi a voulu rétablir ce principe d'isonomie. C'est très proche de notre mentalité. Alors, je voudrais terminer le temps qu'il me reste, je suis déjà trop long, par un exercice impossible, c'est-à-dire essayer de revisiter l'histoire de l'art grec à partir donc de ces questions de notions, de mesure et d'excès, qui, dans le vocabulaire je dirais artistique, ne trouvent pas de véritable correspondance. Si on essaie de comprendre mesure et excès, dans le domaine de la sculpture, on l'a vu, on verra, c'est les rapports entre les volumes d'une statue et les effets de surface. Donc, dans le domaine de l'architecture, c'est la question de l'inscription d'un monument dans un espace donné par rapport au volume même du monument. En céramique, c'est la question de la composition du décor par rapport à la forme et la fonction du vase. En peinture, je n'ai pratiquement pas montré de peinture puisqu'elle n'existe plus, mais on peut parler de certaines compositions, la question de la composition et des effets illusionnistes. Alors, si on veut essayer de traverser comme ça l'art grec, donc là, accrochez-vous, parce que c'est donc 2 millénaires d'art grec en 5 minutes. Donc, pour les civilisations les plus anciennes, c'est-à-dire celles du 3e et 2e millénaire, on voit que les deux tendances existent. Alors, les deux tendances, c'est celle où on voit un art pour lequel le décor, l'effet est très important, et un art au contraire où la composition, la rigueur de la composition est importante. Donc c'est intéressant de voir que dès le 3e, 2e millénaire, vous avez les deux tendances parallèlement. Alors par exemple, donc, pour les périodes les plus anciennes, donc les 3e et 2e millénaires, en Crète, donc une des grandes îles du sud, donc au sud des Cyclades, vous avez cette civilisation donc crétoise du 2e millénaire, où nous ne savons pas si ce sont des Grecs, puisque la langue qu'ils utilisent n'est pas déchiffrée, en tout cas avant le grec de la deuxième moitié du 2e millénaire. Et vous avez ce type de décor, donc de palais, avec, vous voyez, des décors marins, une espèce d'exubérance dans la représentation de la nature que l'on retrouve dans la céramique de cette civilisation crétoise. Regardez, donc ça, ce sont des vases du 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc crétois. Regardez la composition de ces vases. Le décor marin, donc ici, vous voyez donc, des coquillages, des poulpes, donc qui sont un décor complètement envahissant, qui prend toute la place, en quelque sorte, du décor. On a l'impression, donc, l'effet décoratif, le fait que le décor a toute sa place, l'emporte même sur la forme de l'objet. C'est de la même manière dans la statuaire de cette civilisation, donc crétoise du 2e millénaire. Vous voyez ici, donc, alors on a ce type de vase à boire en forme de très naturaliste, une espèce de naturalisme exacerbé, une tête de taureau
ou cette femme au serpent, donc avec ses représentations, les seins nus et tenant des serpents, on ignore exactement la signification, et c'est de la percuite glacurée, donc comme un peu de la porcelaine, enfin, l'équivalent. Et donc on voit que là, les effets de décor donc l'emportent finalement sur le volume. Alors, par contraste, vous voyez, ça c'est contemporain. En Crète, c'est ce que je viens de vous montrer. Dans les Cyclades, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc vous voyez qu'à la même époque, il y a des tendances complètement diamétralement opposées dans l'art grec. Donc, puisque là, on a vu que cette composition du corps humain, elle répond à des critères géométriques. Donc vous voyez, vous avez à la fois un art qu'on peut qualifier de mesuré au sens où il est mesuré par des outils de mesure, et de l'autre, un art qui, au contraire, pourrait être qualifié dans le vocabulaire d'excessif. Si on prend maintenant l'art de l'époque archaïque, c'est-à-dire donc du Xe siècle avant Jésus-Christ au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc deuxième période, ben, de la même manière, on voit que l'évolution de l'art grec dans tous les domaines, c'est progressivement l'invention de règles, et de règles de composition. Donc un art qui va de plus en plus vers la mesure. Alors vous en avez très bon exemple, regardez par contraste ce vase par rapport au vase que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, c'est un vase qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, d'un style qu'on appelle géométrique. Et vous comprenez bien pourquoi on l'appelle géométrique, parce que par rapport au vase où on avait tout à l'heure le poulpe qui allait dans toutes les directions, là, au contraire, vous comprenez que la composition du vase en registre l'emporte sur le décor. C'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est de souligner les différentes parties du vase. Vous avez le col, l'épaule, la panse, etc. Avec le décor qui est finalement encadré, limité à la zone entre les deux ensembles. C'est vrai que c'était des vases funéraires qui montrent essentiellement des représentations de bûchers funéraires. Donc, si vous avez lu l'Iliade, vous avez lu le récit du bûcher de Patrocle. Donc c'est exactement ça. Mais vous voyez que d'un point de vue de la composition, on a l'impression ici que la fonction du vase, la composition du vase l'emporte sur le décor. Et alors vous allez voir, on pourrait lire l'évolution de la céramique grecque en fonction de ce critère, où la composition l'emporte progressivement, donc, et la fonction du vase l'emporte sur le décor. Ou plus exactement que les céramistes cherchent un équilibre entre le décor, la forme et l'usage du vase. Regardez là, donc, je peux vous faire toute l'évolution de la céramique grecque avec ce sujet. On vient de voir un vase donc, du 8e siècle. Là, voici un vase du 6e siècle qui est au musée du Louvre. Donc un style complètement différent, ce qu'on appelle le style des chèvres sauvages. Là. Et vous voyez que là aussi, ce qui est important, c'est pas tellement le décor, qui est assez insignifiant d'ailleurs, même si vous avez des griffons, des sphinx sur l'épaule, mais vous voyez le fait que le vase, la composition du vase, la forme même du vase est soulignée par le décor. Vous voyez que l'embouchure du vase est différente, ce qu'on appelle l'épaule du vase, et vous voyez que les registres ils permettent de distinguer et de bien mettre en valeur la forme même de la panse de cette hydrie. Jusqu'à l'invention, vous voyez, de ce qu'on appelle l'amphore à tableau, puisque donc au milieu et dans la deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, avec un très célèbre vase grec qui est conservé au musée du Vatican. Vous savez que la plupart des vases grecs intacts, ils n'ont pas été trouvés en Grèce, ils ont été trouvés en Italie, dans les tombes des princes étrusques, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs intacts. Alors pourquoi on appelle ça des amphores à tableau? Parce que vous voyez que le peintre, là, le céramiste, il a isolé une scène. Donc, au milieu donc, du vase, ici, une scène montrant justement Achille et Ajax jouant au dé, parce que Achille s'est réfugié dans sa tente et refuse de combattre, donc il joue au dé avec Ajax. C'est très, vous voyez, c'est fait pour être commenté, parce qu'il y en a qui dit Tessera le pen dé, donc ils ont joué au dé, il y en a qui dit 5, l'autre 4. Donc, alors, je ne sais pas qui a gagné, mais, et ce qui est intéressant, c'est que voir comment la composition, regardez comment la scène est composée, vous avez deux personnages courbés, avec les lances comme ça, avec un V, vous voyez bien que tout est organisé autour de la composition même de la scène, au profit donc de la forme du vase. Et on arrive à presque un aboutissement dans cette production de vase, avec une coupe à boire du vin, qui est aujourd'hui conservée à Munich, d'un peintre très célèbre qui s'appelle Exéchias. Alors, c'est l'intérieur de la coupe. Donc, il faut imaginer, représentant Dionysos, donc Dionysos sur un bateau, donc le mât du bateau a commencé à se transformer en pampre de vigne, vous voyez, et nous savons en effet que c'est une des traditions rapportées dans la religion grecque, qu'il a voulu que des marins ont voulu l'emprisonner, et en représailles, il les a transformés en dauphins. Donc, vous avez la scène avec les dauphins. Voilà. Ben, il faut imaginer l'usage de ce vase. Donc, d'abord, vous voyez comment le peintre a composé, puisqu'il a cette fois-ci un cadre circulaire. Donc, c'est dans un cercle.
et il a mis le bateau au centre, et regardez, il a mis les dauphins un peu partout pour représenter. Mais il faut imaginer que cette coupe, elle sert à quelque chose, elle sert à boire. Donc il faut imaginer le vin dedans. Donc vous avez le vin, vous avez la coupe, et l'homme qui prend la coupe, il boit progressivement le vin, et le vin, c'est la mer, puisque progressivement, l'image du bateau sur la mer, donc la mer vineuse, donc vous savez que dans Homère, pour les Grecs, la mer est toujours comparée au vin. Donc vous avez là, donc pour le dire autrement, un équilibre parfait entre l'usage du vase, la forme même du décor, et donc le style du peintre. Et on arrive à ce qu'est à proprement parler la céramique grecque classique, c'est-à-dire d'une espèce d'épure. Il n'y a pratiquement plus de cadre, presque plus de décor. Ici, c'est Ganymède, donc le jeune homme enlevé par Zeus pour servir des chansons, donc pour lui servir à boire, donc est en train de jouer, vous voyez, avec un cercle, une espèce de grand cercle, là, je ne sais pas, donc, si vous avez joué avec ça enfant, moi personnellement jamais, mais vous voyez qu'il a une espèce de petit bâton dans la main, c'est comme ça on fait tourner le cercle, qui permet une composition presque parfaite, avec un corps qui est vu à la fois de profil et de face, puisque le torse est vu de face, et une jambe de profil et l'autre de face, tandis que le visage est de profil. Donc une espèce d'épure, d'économie de moyens, où on peut qualifier ce vase, en effet, parce que de l'autre côté il y a Zeus, donc de vase classique. Alors c'est exactement la même évolution qu'on peut voir donc, dans la sculpture, hein, toujours pour cette période allant du Xe siècle au VIe siècle, où au début, vous voyez, vous avez des formes très géométriques. Donc imaginez, ça c'est un cheval grec représenté au 8e siècle avant Jésus-Christ. Une espèce de composition géométrique du corps de l'animal. Alors il représente de la même manière les hommes, les bovidés. Donc, voilà. Représentation aussi géométrique donc, du corps féminin. Voilà une des plus anciennes statues en pierre connue du monde grec. Elle est conservée au musée du Louvre, peut-être vers 640 avant Jésus-Christ. Elle a été mystérieusement retrouvée au 19e siècle à Auxerre, en France, donc c'est pas ce qu'on appelle la Dame d'Auxerre. On ne sait pas très bien comment elle est arrivée là, mais peu importe. Et vous voyez que là encore, tout est calcul de proportions géométriques. Vous voyez que le vêtement lui-même est fait d'imbrication de carrés, et on voit bien en effet que cette forme est géométrisée. Alors par rapport à cette grande tendance, vous voyez, où, si je résume, dans la première période, au 3e, 2e millénaire, vous avez les deux tendances parallèles. À l'époque archaïque, vous avez cette lente émergence de la mesure, d'un art vers un art classique. Il y a un moment, à la fin du VIe siècle, qu'on a parfois qualifié de maniériste. Alors là, un mot de vocabulaire d'histoire de l'art, pour ceux qui en font et pour ceux qui n'en font pas. Donc, ces termes qu'on utilise maniériste ou baroque, ils ont été inventés a posteriori pour l'art européen. Le maniérisme, c'est l'art européen du XVIe siècle, à la manière de Raphaël, à la manière de Michel-Ange. L'art baroque a été inventé de manière péjorative pour désigner une partie de l'art du XVIIe siècle, à partir d'un mot qui signifie peut-être une paire de formes irrégulières. Donc ces mots maniériste et baroque, ils ont une signification très précise, donc ils caractérisent donc l'art du XVIe siècle et l'art du XVIIe siècle européen. Pour autant, on a essayé de les appliquer à d'autres civilisations. Donc y aurait-il un art maniériste grec? Alors si un art maniériste a un sens, y aurait-il un art baroque grec? Et généralement, on considère que le maniérisme et le baroque, c'est un art qui dépasse, qui outrepasse l'art classique. Donc on serait dans l'excès. Alors on peut se poser la question pour la fin du VIe siècle. Je vous en montre deux exemples de cet art de la fin du VIe siècle, où on a l'impression que les effets décoratifs l'ont emporté sur la fonction et sur les volumes. Alors vous avez parce qu'on pense toujours que l'art grec c'est magnifique, c'est sublime, etc. Bon, ouais, il y a des choses sublimes dans l'art grec, mais il y a des choses complètement ratées. Regardez cette pauvre petite statue là, qui est au musée de l'Acropole, numéro d'inventaire 675. Comme je le dis souvent, imaginez la nue, cette pauvre femme. Un instant. Elle a une énorme tête, des toutes petites épaules, et pratiquement pas de corps. C'est qu'on voit bien que le sculpteur n'a pas pensé son corps. Il a pensé que les effets décoratifs de son vêtement. Donc c'est comme une espèce de poupée qu'il a habillée avec des bijoux, avec vous voyez, il y avait de la couleur, donc là on en voit les traces de la couleur. Donc on comprend que ce qui intéressait le sculpteur à la fin du VIe siècle, c'est plus les effets décoratifs que de représenter ce que devaient représenter ces femmes, c'est-à-dire des prêtresses apportant des offrandes. Alors ça peut être sublime, hein. Par exemple cette statue qui a été trouvée à Délos, représentant peut-être Délos, Leto, la mère d'Apollon et d'Artémis.
bon, le volume est bien là, mais regardez, on a du mal à comprendre ce qu'elle porte comme vêtement. Elle a une accumulation de plis. On a l'impression que ce qui a intéressé le sculpteur, c'est représenter toutes ces plis. Et cette accumulation de plis et cette parure, vous voyez, elle a une espèce de double collier. Voilà. Donc s'il y a eu un moment où il y a eu une espèce de rupture dans la sculpture grecque entre effet décoratif et volume, c'est peut-être à la fin du VIe siècle qu'on pourrait qualifier de maniérisme. Mais alors, on se pose la même question dans le domaine de la sculpture architecturale. Donc, dans les temples grecs, la plupart du temps, je vous l'ai dit, il y a souvent des représentations de combats et de mondes. Voilà un des premières représentations donc, de temples. Nous sommes à Corfou, donc vers 580. Et vous voyez que au centre, vous avez des monstres, la Gorgone, qui nous regarde de face. Et les hommes, eux, ils sont relégués dans les coins. Ils sont tout petits. Un siècle plus tard, à Olympie, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'homme est devenu au centre du monde, même si c'est ici un dieu. C'est Apollon qui essaye d'établir la paix, le calme, dans un combat entre les centaures et les Grecs. Il y a des centaures qui sont en train d'attaquer des femmes, là. Donc, voilà. Et vous voyez qu'ici, la règle a changé. Les hommes sont partout. Donc, c'est le dieu qui est au centre. Et les proportions sont naturalistes. Parce que vous avez vu dans l'image précédente, les proportions ne sont pas du tout naturalistes. Vous avez des tout petits hommes dans les coins, et puis vous avez un grand monstre au milieu. Alors que ici, vous avez, ils ont réglé ce problème des angles des frontons en mettant des personnages assis ou couchés. Comme ça, ils ont tous la même taille, les personnages. Donc vous voyez comment progressivement aussi, dans la sculpture architecturale, donc la question de la composition, de la mesure s'est imposée. Alors bon, je vais vous montrer quelques exemples très rapidement. C'est le cas à Olympie, donc avec les travaux d'Héraclès qui sont représentés. Donc nous sommes dans les années 460 avant Jésus-Christ, conservés au Louvre et à Olympie, où dans un cadre carré, complètement carré, vous voyez, il y a des compositions qui sont toutes géométriques. Ici, Héraclès avec le taureau, donc corps d'Héraclès en diagonale. Ici, Héraclès avec Atlas et Athéna. Donc vous voyez aussi, ça fonctionne comme trois figures de cette manière-là. Regardez ce que devient la statuaire grecque au 5e siècle. C'est une statue en bronze, une des très rares statues en bronze qui a été découverte, qui est aujourd'hui conservée au Musée national d'Athènes, qui mesure un peu plus de 2 mètres. En fait, c'est un carré parfait. Il a des bras, alors au détriment de la nature. Personne n'a des bras aussi longs. Parce que vous voyez qu'en longueur de bras, il est aussi long, aussi large que haut. Donc, bon, vous pouvez avoir des bras très longs, hein, mais pas à ce point-là. Et au centre de ce grand carré, vous avez un carré plus petit, le torse lui-même est un carré avec au centre le nombril. Donc vous voyez que cette composition idéale d'un corps humain, c'est des carrés emboîtés. Et on voit bien que l'art classique, donc pourquoi on parle d'un classique, on pourrait même parler d'un moment classique, le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un moment où finalement les règles mathématiques se sont imposées. Je vous ai déjà parlé du Parthénon, et je n'ai pas assez souligné le fait qu'on a vu la frise dorique, il y a une frise ionique qui représente en effet la grande procession en l'honneur d'Athéna, qui avait lieu tous les 4 ans. Or, tous les personnages sont représentés de la même manière, avec la règle qu'on appelle de l'isocéphalie. L'isocéphalie, c'est-à-dire que les têtes sont représentées à la même hauteur, qui donne une représentation qui a l'air très naturelle, mais qui ne l'est pas du tout. Regardez, les têtes de chevaux sont à la même hauteur que les têtes des hommes. Bah, ça fait des tout petits chevaux, hein. Donc vous avez vu. Donc je sais pas, ça ne vous a pas frappé, avant que je vous le dise. Mais cette règle, justement, qui impose les éléments comme ça oblige à faire des chevaux cabrés. Et de la même manière, donc, vous avez les dieux qui sont représentés, eux, 2 fois plus grands, puisque les dieux, vous voyez dans cette scène où les hommes sont en train de remettre un vêtement à la déesse, en haut ici, les hommes sont représentés debout, les dieux sont représentés assis, donc les dieux font 2 fois la taille des hommes, mais pour autant, donc, la règle d'isocéphalie est respectée. Les têtes des dieux sont au même niveau que les têtes des hommes. Une manière, donc, vous voyez, d'unifier, et vous voyez qu'ils ne sont pas dans le même espace. Les hommes sont sur Terre, les dieux sont sur l'Olympe. Donc unité de lieu, unité d'espace, enfin vous voyez les règles donc, qu'on a attribuées ensuite au théâtre classique et qui sont déjà donc, mises en œuvre dans le monde grec. Alors de la même manière qu'à la fin du VIe siècle, on a vu dans la sculpture grecque donc une espèce de goût pour les effets décoratifs, à la fin du 5e siècle ça recommence. Donc on a l'impression qu'après chaque cycle consacré à une espèce d'art de la mesure, il y a comme ça un art finalement de l'effet. Donc on s'est posé si à la fin la question de savoir s'il y avait de nouveau un nouveau maniérisme à la fin du 5e siècle. Alors on a un bon exemple avec le temple d'Athéna-Niké,
où le petit parapet, là, l'espèce de petite de petit parapet qui empêchait de tomber du rocher, donc était décoré de représentations de victoires de Niké, notamment la célèbre victoire attachant sa sandale qui est conservée au musée de l'Acropole. Or, regardez cette position du corps, complètement, là aussi, déshabillée là du regard. Donc, la jambe droite est greffée bizarrement, donc avec un drapé qui est impossible de tenir ce drapé-là. On a l'impression qu'elle a trempé son vêtement dans l'eau et qu'elle l'a collé sur elle. Vous voyez, donc des effets décoratifs, donc au détriment donc, des effets de volume. Le plus bel exemple dans la céramique contemporaine, c'est ce vase qui est au British Museum, qui est d'ailleurs en ce moment prêté d'ailleurs au musée de la céramique d'Athènes, donc d'un peintre qui est le peintre de Maïdas. Regardez les effets de la peinture dans la céramique grecque. Vous voyez, quand on parle de maniérisme, vous avez à la fois des chars représentés de trois quarts, vous avez des scènes d'enlèvement. Alors c'est toujours... bon. L'art grec, c'est pas très MeToo, hein, pour le dire avec le vocabulaire aujourd'hui. Donc c'est toujours des scènes de viol, de femmes qui sont... Voilà, bon, parce que le mariage n'existe pas, le mariage c'est un enlèvement. Hein, donc on enlève les femmes sans leur consentement. Donc, et là, ce sont les Dioscures, Castor et Pollux, qui enlèvent en effet les filles de Leucippe. Et regardez ces effets de drapé tourbillonnant, le goût pour les détails, enfin c'est une scène assez extraordinaire. Et vous avez, alors ce qui a contribué peut-être à cet excès, pour utiliser le vocabulaire dans l'art grec, c'est sans doute aussi le poids des commanditaires étrangers. C'est-à-dire que progressivement, cet art grec au IVe siècle, c'est très intéressant de comprendre que l'art grec a conquis le monde oriental avant Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il a conquis l'Empire perse, mais déjà l'Empire perse était hellénisé par sa culture, puisque les grands gouverneurs perses du IVe siècle donc, avaient eux-mêmes passé commande des artistes grecs. Vous en avez un bon exemple ici avec cette espèce de monument tombeau qui est conservé intégralement au British Museum à Londres, donc, et qui provient de Xanthos en Turquie, qui est un monument qui en lui-même n'est pas grec, c'est une espèce de monument bizarre, vous voyez, parce qu'en fait c'est un tombeau, mais qui a la forme d'un temple. Donc pour un gouverneur qui s'appelait Arvinas, nous sommes vers 390 avant Jésus-Christ, et donc on a l'impression que le commanditaire, il a dit « je veux tout ce que vous savez faire ». Vous savez faire des colonnes, je veux des colonnes. Vous savez faire des reliefs, je veux des reliefs. Vous savez faire des statues, je veux des statues. Alors le sculpteur grec, il a mis des statues entre les colonnes, ce qu'on ne fait pas en Grèce, vous voyez. Il a mis un fronton sculpté, mais tout est sculpté, vous voyez. Donc, avec des figures de féminines, là, qui sont soit des néréides, soit des orailles, là. Donc on a l'impression que cette accumulation, cette richesse, elle est liée aussi à un commanditaire. Et qu'il ne faut pas négliger le poids de ces commanditaires étrangers qui ont demandé aux Grecs des choses qui n'étaient pas grecques. On en a un excellent exemple. Alors là aussi, pour votre culture générale, il y a 3 choses que vous devez retenir de cette conférence. Vitruve, Hérodote et le mausolée d'Halicarnasse. Les 3 choses que vous devez retenir. Donc, qu'est-ce que c'est que le mausolée d'Halicarnasse? C'était un monument tombeau, donc commandé par la veuve de Mosol. Ce Mosol, donc, c'était un satrape, donc un gouverneur d'une région de l'Empire perse. Nous sommes au milieu du IVe siècle, il meurt et sa veuve demande un énorme monument qu'elle va commander à des architectes et à des sculpteurs grecs, qui va devenir à ce point célèbre, qui va devenir une des 7 merveilles du monde, et que le mot de mausolée, donc mausolée, ça veut simplement dire la tombe du satrape Mosol, est resté en français, comme dans les langues latines, pour dire une tombe monumentale. Donc ce mausolée d'Halicarnasse, qui a aujourd'hui entièrement disparu, son décor est aussi conservé en grande partie au British Museum, c'était une espèce de... Oui, pour parler franglais, c'est too much, quoi. C'est à la fois un temple grec, plus une pyramide, plus donc un énorme podium. C'était gigantesque, il y avait des statues partout, il y a des statues sur les toits, il y a des statues entre colonnements, et puis il a fait appel, donc Artémis, la veuve de Mosol, a fait appel aux meilleurs sculpteurs et architectes de son temps, donc des gens comme Timothéos, Praxitèle, etc. Et notamment, donc, on a voulu représenter toute la famille, la gloire de ce dynaste local, et on a représenté ces princes étrangers, donc avec des têtes d'étrangers, quoi. Donc ils ne sont pas grecs, ces gens. Donc ils sont en effet de Carie, là, donc nous sommes en Turquie actuelle, avec des traits particuliers, avec des barbes particulières, etc. Donc il y a un goût, vous voyez, pour à la fois l'étrange et l'étranger, et en grec c'est presque la même chose. Donc, et qui explique aussi qu'au IVe siècle, on s'est posé la question de savoir, vous voyez, si on utilise un vocabulaire anachronique, je vous ai parlé de maniérisme à la fin du VIe siècle, de maniérisme à la fin du Ve siècle, on s'est demandé si on pouvait parler de romantisme pour le IVe siècle grec, qui est une notion, vous voyez, vous savez que le romantisme, c'est une notion applicable à la culture européenne pour le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Alors, par exemple, avec des sculptures comme celle-ci,
Alors c'est quoi le romantisme? C'est un goût pour la représentation des passions, pour une relation à la nature, enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le romantisme, dans sa conception donc, de mouvement d'abord littéraire et ensuite pictural, donc au XVIIIe, XIXe siècle. Vous avez ici une sculpture qui est conservée au musée d'Olympie, qui représente Hermès, le dieu Hermès tenant l'enfant Dionysos. Donc Dionysos enfant, pour échapper donc, à la vengeance d'Héra. Héra est très jalouse de Zeus qui a encore fauté. Donc le fruit de cet adultère, c'est Dionysos. Et donc c'est Hermès qui emporte Dionysos enfant. Alors oui, le simple goût pour l'enfance, déjà, c'est assez caractéristique de ce moment-là. Et regardez, on a parlé, pour utiliser un anachronisme, de sfumato, c'est-à-dire de goût pour les reliefs tout... On a l'impression qu'il est sculpté dans du savon, pour le dire autrement. Hein, vous voyez, donc regardez le profil aussi, avec une espèce de... les volumes qui s'estompent, un goût, justement pour le contraste, par exemple, entre le corps nu, très lissé, et au contraire le drapé avec le tronc d'arbre. Vous voyez ces espèces d'effets de contraste, donc de Praxitèle. Donc ce sculpteur c'est Praxitèle, nous le savons, donc un des plus grands sculpteurs du IVe siècle, qui est aussi le sculpteur qui a inventé le nu féminin dans la statuaire grecque, donc avec une Aphrodite qui avait été finalement achetée par la cité de Cnide, donc une œuvre qui est sans doute l'œuvre la plus célèbre de l'Antiquité grecque, qui s'appelait l'Aphrodite de Cnide. Là aussi, l'original a disparu. On en connaît des dizaines et des dizaines de copies romaines de cette Aphrodite de Cnide. Vous avez ici une copie du musée du Vatican, ici une tête du musée du Louvre. Et cette Aphrodite, elle représentait Aphrodite au bain. Seulement, vous voyez, donc c'est la déesse. Donc, la déesse, je vous rappelle, Aphrodite, ça veut dire née de l'écume, puisqu'elle est née de l'écume, donc du sexe donc, de Cronos mutilé. Donc, elle est née du sperme et l'écume de la mer représentait donc cela. Donc, cette Aphrodite, elle est représentée comme une déesse primordiale, régénérant sa puissance par le bain, puisqu'elle est née de la mer et de l'écume de la mer, et que par son contact avec la mer, elle redevient donc cette puissance primordiale. Et pour autant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une simple femme au bain, même qui semble avoir un geste de pudeur, puisqu'elle semble ramener donc sa main droite près de son sexe, comme pour cacher son sexe. Donc vous voyez qu'une divinité est représentée presque comme une simple mortelle surprise au bain. Donc vous avez ici une mentalité assez différente dans l'art grec. Et ce qui caractérise aussi ce IVe siècle, c'est le développement du luxe. Alors on en a un très bon exemple, puisque vous savez que les archéologues grecs ont découvert la tombe de Philippe II de Macédoine. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une découverte beaucoup plus importante que la découverte de la tombe de Toutankhamon, par exemple, qui était un pharaon de deuxième catégorie. Les archéologues grecs ont trouvé, en avait la tombe du père d'Alexandre le Grand. Une tombe avec une peinture qu'on peut restituer ainsi, représentant donc Alexandre le Grand et Philippe II à la chasse au lion, chasse à l'ours, qui montre justement le fait que ces rois macédoniens se comportaient comme des grands rois, hein, des rois perses. Et aussi, on a découvert dans cette tombe des kilos d'or et d'argent. Je vous présente une partie de ce qui a été trouvé, de ce qui a été trouvé dans une autre tombe. Voilà une partie du trésor de Philippe de Macédoine, qui a été trouvé donc vaisselle d'or et d'argent, pour montrer justement que là aussi, il y a rupture par rapport à l'idéal isonomique de la démocratie grecque, donc de ces familles royales qui sont très riches. Tout simplement, la Macédoine est très riche parce que donc, le fleuve qui traverse la Macédoine charrie de l'or. C'est la raison pour laquelle ils vont développer des palais avec des mosaïques. Ainsi, l'art de la mosaïque se développe. C'est grâce justement à cette richesse, puisque la mosaïque, c'est d'abord une mosaïque de sang. Enfin, je terminerai avec ce qu'on a qualifié parfois d'art baroque, c'est-à-dire que nous reverrons avec l'art romain. Qu'est-ce qu'on appelle baroque? Je vous rappelle que ce terme, il devrait être réservé à la culture européenne du XVIIe siècle, hein, et c'est un terme péjoratif à l'origine. Donc, on parle à la fois d'excès, de mise en scène, de goût pour les compositions et le sens du mouvement. Alors on en a un très bon exemple avec une cité donc de l'époque après Alexandre le Grand, qui est Pergame. Pergame se trouve en Turquie actuelle. C'est une ville nouvelle, puisque Alexandre le Grand avait eu la sottise de laisser son trésor de guerre, à l'armée d'Alexandre le Grand continuant. Donc il voulait laisser un trésor de guerre, et donc comme il se méfiait de ces gens, il l'avait laissé à un eunuque. Un eunuque qui, comme ça l'indique, donc il espérait qu'il ne veuille pas fonder de descendance, puisqu'il ne pouvait pas. Donc, et malheureusement, cet eunuque a quand même volé le trésor et a fondé donc une dynastie en faisant appel à ses neveux. Donc il s'est développé donc, dans cette petite acropole de Pergame
donc une culture et une capitale d'un royaume, le royaume de Pergame. Vous avez ici une maquette. Alors vous voyez, ce n'est pas du tout le plan hippodaméen que je vous ai montré tout à l'heure, pas du tout le plan classique des rues qui se coupent à angle droit, mais au contraire, un plan qui s'adapte à une succession de terrasses, organisées autour de certains monuments, le théâtre, donc, mais également ce monument, qu'on va voir dans un instant. Voilà. Et c'est donc on a parlé de baroque pergaménien, d'une espèce d'art royal de l'excès. Alors vraisemblablement, c'est le cas dans le domaine de la mosaïque, puisque était attribué dans la tradition latine à un mosaïste pergaménien qui s'appelait Sosos de Pergame, donc la représentation en mosaïque donc d'un sol non balayé. Donc imaginez le degré d'illusionnisme, vous êtes en train de banqueter, et puis le sol est représenté de manière illusionniste, donc les déchets du banquet, les pattes de crabe qu'on vient de manger, une souris qui grignote une noisette, etc. Donc une espèce de, vous voyez, de sens de l'illusion, donc qui est assez caractéristique de ce baroque pergaménien. Alors le monument le plus important, c'est cette espèce de grand hôtel de Zeus, c'est une espèce de monument étonnant, qui est en partie reconstitué à Berlin. Alors aujourd'hui, le musée de Pergame à Berlin est fermé pour travaux jusqu'en 2037, je crois. Donc vous le verrez peut-être un jour. Donc, mais ce monument était en partie reconstitué. Or, ce monument, il se caractérise justement par ce style pergaménien, donc, qui est fait d'une espèce d'exubérance. Regardez ces figures. On a d'abord du mal à lire cette image. Vous voyez. Or, c'est Athéna, ici, donc couronné par la victoire qui est à droite, là, qui lui apporte une couronne sur la tête d'Athéna, en train de tirer par les cheveux donc le géant Alkyoneus. C'est une scène d'une gigantomachie, les dieux luttant contre les géants. Et vous avez Gaïa, la terre, mère, nourricière, qui essaye d'apparaître, vous voyez, puisque bien entendu, les géants sont ses enfants à la terre. Donc les images, vous voyez, il y a une profusion de personnages. On a l'impression que si vous regardez le fond est complètement lisse, vous avez des personnages qui glissent le long de ce fond, avec, vous voyez, une espèce de goût pour d'abord les vêtements, les matières, regardez les ailes, regardez les drapés, regardez le nu, regardez la position aussi dramatique de ce visage et de cette tête, une espèce de goût pour l'expression des passions. Et nous savons en effet que les Pergaméniens, au royaume de Pergame, avaient aussi représenté donc des étrangers, puisqu'ils avaient été attaqués par des Celtes, les fameux Galates, hein, donc les lettres de saint Paul aux Galates, c'est ces Galates-là, hein, donc n'allez pas croire que saint Paul a écrit à des Bretons. Donc les Galates, c'est les Galates qui se sont installés en Turquie actuelle. Et vous avez ici, par exemple, une statue qui est aujourd'hui conservée au musée national romain, donc au Palazzo Altemps à Rome, représentant un Galate qui a tué sa femme, donc un Celte, donc a tué sa femme, et qui est en train de se suicider. Et il est représenté avec ses chevelures hirsutes, avec cette espèce de représentation de la mort, représentation de l'étranger. Donc, regardez ces détails, hein, donc avec ces personnages, avec ces espèces de grosses moustaches. Vous savez que les Celtes s'enduisaient la chevelure donc, de plâtre pour effrayer leurs ennemis. Donc, c'est ce que le sculpteur grec a voulu représenter. Et on en a une bonne aussi, je dirais, synthèse de cet art pergaménien, en tout cas de ce baroque pergaménien, avec une statue qui est une statue très célèbre aussi de l'Antiquité grecque, représentant donc Laocoon et ses fils, donc un des épisodes de la chute de Troie. C'est le prêtre troyen Laocoon veut empêcher que les Troyens fassent rentrer à l'intérieur de Troie le cheval de Troie. Donc il veut dénoncer donc, le cheval, et au moment où il veut le dénoncer, Poséidon envoie des serpents de mer pour l'empêcher de parler et pour le tuer. Donc c'est ces serpents de mer qui sont en train de tuer Laocoon et ses fils viennent à sa rescousse, et donc ils meurent tous les trois, donc au bord de la mer, et donc vous voyez, c'est la représentation même donc, de cette espèce de souffrance mise en scène, une espèce de mise en scène de la douleur. Et j'en ai terminé de cet exposé trop long pour vous dire que, vous voyez, on pourrait traverser tout l'art grec. Je vous ai présenté deux images ici, l'Apollon d'Olympie, nous sommes vers 460 avant Jésus-Christ, qui est peut-être une des images emblématiques de cet art classique grec, fait de mesures où le corps humain sert de proportion, et de l'art baroque, donc si vous voulez, avec le Laocoon, donc conservé au musée du Vatican, vous avez ici deux images qui vous permettent peut-être d'incarner ces notions de mesure et d'excès que vous êtes censé étudier. Pardon d'avoir été trop long.